Yes, please be seated. Yes. Honorable Manon, yes. Madame la Présidente, je vous remercie de me donner l'opportunité d'apporter ma contribution à ce débat budgétaire 2026-2027. Inscrite noir sur blanc sur la copie du discours budgétaire présenté par l'honorable Premier ministre, ministre des Finances Edo Rodrigue, entre autres, figure une citation de Mahatma Gandhi qui reflète la réalité de nombreux gouvernements à travers le monde. Notre avenir dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est précisément pour cette raison, Madame la Présidente, que nous devons faire preuve de prudence dans nos choix et dans nos décisions. Je sais que les interventions dans le cadre d'un débat budgétaire s'inscrivent dans une logique prévisible. Les membres du gouvernement défendent les mesures annoncées, tandis que l'opposition s'efforce d'en relever les failles afin de marquer des points politiques. Toutefois, je pense qu'en tant que représentants du peuple, notre devoir est d'élever un débat budgétaire au-delà de ses considérations partisanes, au-delà de nos ambitions de gouverner, de nos aspirations ministérielles ou, pour certains qui ne siègent pas dans cet hémicycle, au-delà même de nos ambitions électorales. Je me réjouis que mes collègues ayant pris la parole avant moi ont su faire la part des choses afin de mettre en lumière les grandes lignes de ce budget et d'en présenter une lecture objective, indépendamment de leur position politique. Nous devons placer le pays au centre de tout débat budgétaire et faire du bien-être de notre population, qui nous a accordé sa confiance, la priorité de nos échanges. Madame la Présidente, comme l'ont si bien souligné d'autres intervenants avant moi, au-delà des chiffres et des grandes analyses économiques, ce que le peuple cherche à comprendre est simple. Ce budget permettra-t-il d'alléger notre fardeau quotidien? J'ai longuement réfléchi avant de prendre la parole encore une fois dans cette chambre, de peur d'être répétitif. Car lorsqu'il est question de Rodrigue, nous en parlons souvent. Nous en parlons beaucoup. Depuis décembre 2024, les députés rodriguais n'avons cessé de porter la cause de Rodrigue au cœur des débats de cet auguste hémicycle. Nous plaidons pour que Rodrigue ne soit pas oublié dans les instances décisionnelles du pays, pour qu'elle bénéficie des mêmes facilités que Maurice et pour qu'elle puisse rattraper son retard, qu'il soit infrastructurel, économique ou social. Mais comme pour tous les budgets de la République présentés jusqu'à présent, Rodrigue n'est pas uniquement concerné par les 11,2 milliards de roupies annoncés au titre du budget récurrent et du budget de développement de l'île. Toutes les mesures annoncées dans le budget national nous réjouissent ou nous inquiètent de la même manière, parfois même davantage qu'à Maurice. Nous devons donc également évaluer les impacts positifs et négatifs de ce budget sur Rodrigue. Madame la Présidente, ce budget contient plusieurs mesures attrayantes qui seront sans aucun doute bénéfiques pour la République et nous veillerons à ce que Rodrigue puisse également en bénéficier. Je pense notamment, entre autres, au recrutement massif dans le secteur de la santé, à l'introduction de départements gériatriques dans nos hôpitaux, aux mesures en faveur des écoles saines, à la reconnaissance des artistes en tant que travailleurs culturels, à l'acquisition d'équipements pour la protection de nos côtes, au développement de l'économie bleue, ainsi qu'aux initiatives liées aux énergies renouvelables. Il faut que ces mesures que le Premier ministre a engagé son cabinet à implémenter soient de facto implémentées à Rodrigue aussi.
Il ne faut pas qu'on oublie que malgré notre autonomie sous le AOA Act, néanmoins, nous demeurons sous la responsabilité des ministères de tutelle et en tant que tels, nous méritons les mêmes considérations que n'importe quel district, municipalité ou autre conseil de village. Je m'associe à mes collègues députés de Rodrigue pour remercier ces ministres qui n'oublient pas de faire un saut à Rodrigue pour constater de visu ce qui se passe et d'apporter leur soutien aux commissions de la AOA. 15 minutes ne suffiront certainement pas pour passer tout ce qui est dit de valeur dans ce budget, mais certaines méritent que l'on s'y attarde. La première concerne, en tant que femme et mère, l'extension du congé de maternité ainsi que l'introduction d'un jour de congé menstruel. Ces mesures ont été largement saluées et à juste titre. Nous reconnaissons tous que 3 mois de congé ne suffisent pas nécessairement à une mère qui vient de donner la vie. Nous savons également que de nombreuses femmes doivent composer chaque mois avec des douleurs menstruelles parfois très invalidantes. Le gouvernement a franchi une étape importante et je considère que cette avancée était nécessaire. À présent, il est essentiel d'accompagner ces mesures de mécanismes appropriés afin d'en atténuer les effets potentiellement négatifs, notamment pour les employeurs. L'honorable ministre du Travail nous rassure quant aux protections prévues dans le cadre de l'Equal Opportunity Act et de Workers' Rights Act. Cependant, je pense que nous pouvons aller encore plus loin. En observant les pratiques dans d'autres pays, nous constatons que les congés de maternité prolongés sont souvent financés en tout ou en partie par l'État, particulièrement lorsqu'il s'agit de petites entreprises comptant moins de 15 employés. Il serait donc judicieux, dans l'intérêt de nos petites et moyennes entreprises, d'envisager un mécanisme similaire à Maurice. Avec cette réforme, notre pays se positionne désormais parmi ceux offrant les congés de maternité les plus généreux au monde. Nous devons veiller à ce que cette avancée sociale ne fragilise pas nos entreprises. Deuxièmement, je souhaite aborder la question de la fiscalité. Je remercie l'honorable Premier ministre d'avoir compris que de nombreuses familles de notre République sont accablées par les taxes et la hausse du coût de la vie, aggravées par les répercussions des crises internationales et des conflits qui affectent indirectement notre économie. Les décisions prises dans ce budget en matière de taxation sont courageuses. Trouver un juste équilibre entre les besoins de l'économie nationale et le pouvoir d'achat des ménages n'est certainement pas une tâche facile dans le contexte actuel. Toutefois, il est clair que ce budget a été élaboré dans cet esprit. Cependant, si une contribution plus importante des plus hauts revenus peut se justifier, il ne faut pas oublier que ces contribuables bénéficient souvent de peu d'avantages sociaux directs. Notre système de santé, nos infrastructures routières et notre système éducatif nécessitent encore des améliorations afin que ces citoyens aient le sentiment que leur contribution supplémentaire se traduit par des services publics à la hauteur de leurs attentes. Madame la Présidente, bien que l'ordre public ne constitue peut-être pas un défi majeur à Rodrigue, ni les situations en lien direct avec les drogues synthétiques, les répercussions de certaines réalités vécues à Maurice se font malheureusement ressentir jusque dans notre île. Ces derniers temps, plusieurs familles rodriguaises ont eu la douleur de voir leur fils revenir dans un cercueil. Après avoir perdu la vie dans des circonstances tragiques, et même certains sont partis dans des circonstances floues en milieu carcéral. Cette situation plonge des familles entières dans la souffrance et l'incompréhension, et nous ne pouvons y rester insensibles. C'est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de renforcer les mesures relatives au maintien de l'ordre public, à la sécurité des citoyens et au bon fonctionnement de nos institutions, y compris au sein du système carcéral.
La montée de violence fait peur, Madame la Présidente. C'est pour ça, je lance un appel à nous tous, citoyens de cette nation arc-en-ciel. Soyons des citoyens responsables, capables de défendre nos droits avec patriotisme et dans le respect des principes démocratiques. Soyons des citoyens qui luttons pour le maintien de la paix dans notre belle République. Madame la Présidente, je tiens également à saluer la suppression de certains avantages superflus accordés aux élus. Comme je l'avais souligné lors du débat budgétaire 2025, nous ne pouvons pas demander des sacrifices à la population sans montrer l'exemple au sommet de l'État. J'avais aussi prévu de dire quelques mots sur la réforme des pensions, mais maintenant je ne dirai que ceci. Bravo au Premier ministre d'avoir entendu les inquiétudes de la population et d'avoir accordé davantage de temps à la réflexion afin que toute réforme future soit réellement bénéfique à l'ensemble de nos citoyens. Madame la Présidente, je ne pourrai terminer sans lancer un appel à l'honorable ministre de Rodrigue. Le budget 2025 avait annoncé une réduction de la subvention accordée au billet d'avion Maurice Rodrigue. Cette année, cette mesure se concrétise avec une baisse significative, ce qui entraînera inévitablement une nouvelle hausse du prix des billets. Ainsi, le trajet le plus coûteux qu'un citoyen de la République de Maurice devra payer restera celui qui relie deux parties d'un même pays. Certains Rodriguais se retrouvent pratiquement condamnés à ne pas pouvoir quitter l'île en raison du coût prohibitif du transport aérien. Si les conséquences n'étaient pas aussi graves, la situation pourrait presque prêter à sourire. N'oublions pas que pour accéder à de meilleurs services de santé, à l'enseignement supérieur ou encore à certaines formations spécialisées, le Rodriguais doit souvent se rendre à Maurice. Je lance donc un appel à l'honorable Premier ministre et ministre de Rodrigue. Revoyez cette mesure. Elle risque de pénaliser non seulement la population rodriguaise, mais surtout le secteur touristique de l'île. Je terminerai en soulignant que nous vivons à l'ère du numérique et que l'intelligence artificielle occupe une place importante dans plusieurs mesures annoncées dans ce budget. Cette orientation est la direction à prendre, certes, mais nous devons avancer avec prudence. L'intelligence artificielle est un outil remarquable qui facilite le travail, stimule la créativité et permet de gagner du temps dans de nombreux domaines. Son utilisation mérite d'être encouragée, car elle offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et d'innovation. Cependant, il est essentiel de l'utiliser de manière responsable, en vérifiant les informations fournies, en respectant la vie privée et en gardant un esprit critique afin d'en tirer le meilleur bénéfice. En définitive, Madame la Présidente, ce budget doit être jugé non seulement à travers ses chiffres, mais surtout à travers sa capacité à améliorer concrètement la vie de nos citoyens, à préserver l'équité sociale et à préparer un avenir durable pour l'ensemble de la République. Un bon budget n'est pas celui qui promet le plus, mais celui qui améliore la vie du plus grand nombre sans compromettre l'avenir des générations futures. Merci beaucoup. Je vous remercie. Yes. Yes, honorable member, please. Je vous remercie. Madame la Présidente, à écouter le ministre des Finances, ce budget serait celui du courage. À lire les chiffres, il ressemble surtout à un budget où le courage est demandé aux autres, aux retraités, aux travailleurs, aux familles, aux femmes, mais rarement à ceux qui détiennent le pouvoir économique ou politique. Ce budget repose sur une logique simple. Lorsque les finances publiques sont sous pression, ce sont toujours les citoyens ordinaires qui doivent faire les plus grands sacrifices, et en particulier la classe moyenne. L'exemple le plus frappant est évidemment celui de la pension. L'année dernière, le gouvernement expliquait aux Mauriciens qu'il était impossible de maintenir l'âge de la pension à 60 ans. Aujourd'hui, il revient sur sa propre réforme.
Ensuite, après avoir traumatisé une deuxième fois les Mauriciens, il revient sur la réforme de sa réforme. Et ainsi, on ne sait plus à quoi s'en tenir, on ne sait plus quoi croire, ni à quoi s'attendre. Comment ce gouvernement veut-il que la population ait confiance en lui? Comment se sentira-t-elle en sécurité avec une telle politique bat-battée? On a voulu, Madame la Présidente, remettre en cause l'universalité de la pension. D'un droit rattaché à la citoyenneté, on serait passé à une prestation conditionnelle. Ce n'était pas un simple ajustement administratif, mais un changement fondamental de philosophie qu'on voulait faire passer. Sans consultation, sans mandat, sans même consulter ses collègues, sans même informer ses collègues, c'est le contrat social qu'on voulait réécrire. Le Means Test a été gelé, très bien, mais sans lui, même sans lui, la pilule est amère pour nos concitoyens. Oui, les Mauriciens pourront à nouveau toucher leur pension à 60 ans, mais ils toucheront beaucoup moins. Avant 65 ans, pas de full pension. La pension prise à 60 ans sera de 11 589 roupies. Si elle est prise à 65 ans, elle sera de 16 555 roupies. Et cette diminution de la pension, ce montant de pension réduite, si quelqu'un choisit de la prendre à 60 ans, c'est ce montant que cette personne recevra tout au long de sa vie. Je n'invente rien, c'est ce qui est écrit dans l'annexe du budget à la section 27.3, sous-section E. The reduction in SAP, if taken before the age of 65, or increase in SAP, if taken after the age of 65, will apply throughout the lifetime of the beneficiary. Est-ce que cela aussi sera freeze? Rien n'indique en tout cas que ça le sera, puisque cela est dans la section 27.3, alors que le Means Test qui a été freeze est dans la section 27.7. Et qui se sentira obligé de prendre sa pension réduite dès l'âge de 60 ans? Le travailleur manuel au métier pénible qui n'en peut plus, la ménagère qui a enfin besoin de son autonomie, le peuple qui subit encore. Ce sont ceux qui sont en difficulté, qui ne pourront pas attendre 65 ou 70 ans pour prendre leur pension, qui seront poussés, qui seront obligés de prendre cette pension réduite à 60 ans. Est-ce que vous trouvez cela juste? Au-delà de la pension, une question demeure. Le gouvernement justifie ses sacrifices par la situation des finances publiques. Mais après presque 2 ans au pouvoir, où sont les débuts de résultats? L'an dernier, on nous annonçait un déficit budgétaire de 4,9% pour l'année 2025-2026. Mais cette année, on voit qu'il grimpe pour la même année 2025-2026 à 6%, soit 46,5 milliards. Pour 26-27, il y a un déficit budgétaire de 3,7% est annoncé si les 10 milliards attendus dans le deal Chagos sont obtenus. Et ce chiffre inclut aussi les milliards attendus avec la réforme de la pension. Donc maintenant, qu'adviendra-t-il? L'État prévoit des revenus aussi de 203 milliards, mais des dépenses de près de 250 milliards. Alors je pose une question simple. Est-on réellement en train de renflouer les caisses? La dette publique atteignait environ 627 milliards lorsque ce gouvernement est arrivé au pouvoir. Elle dépasse aujourd'hui les 681 milliards, une augmentation de plus de 50 milliards. Et cela sans même compter certaines dettes hors bilan. Davantage de taxes, davantage d'emprunts, davantage de dépenses, mais une croissance qui plafonne à 2,8%. Lorsque la dette augmente plus vite que la croissance, ce n'est pas un signe de redressement, c'est un signal d'alarme. Et à terme, ce sont encore les générations futures qui paieront la facture. Madame la Présidente, ce gouvernement évoque sans cesse la nécessité des sacrifices. Parlons-en. Qui fait réellement ces sacrifices? J'avais appelé l'année dernière à davantage de solidarité
de la part des dirigeants. Certaines mesures ont été annoncées, y compris sur les pensions des gouvernants, mais elles restent très, voire trop modestes au regard des efforts demandés au reste de la population. La solidarité commence par l'exemple. Dès l'an dernier, j'avais rappelé l'exemple de 1982. Pour redresser le pays, le ministre des Finances d'alors avait osé une mesure impopulaire, mais qui avait posé les jalons du miracle économique qui avait suivi, la sales tax. Le sacrifice avait été accepté parce qu'il avait été bien expliqué et parce que les dirigeants montraient l'exemple. Ce gouvernement ne retient pas la leçon. Comme pour les pensions imposées sans consultation l'an dernier, il revient avec la même communication défaillante pour tenter d'imposer le ciblage. Et comment ce gouvernement peut-il être crédible en demandant des sacrifices aux autres sans réduire son propre train de vie, sans réduire les gaspillages, déplorés année après année par le directeur de l'audit? Pas un mot, par exemple, sur le Fiscal Responsibility Act. Et il y a aussi la fiscalité. Le gouvernement introduit, ou plutôt réintroduit, un taux de 35% sur les revenus dépassant 12 millions par année. Sur le principe, c'est une mesure que la gauche progressiste ne peut que saluer. Il est juste que ceux qui gagnent le plus contribuent davantage. Mais pourquoi s'arrêter à mi-chemin? D'abord parce qu'un même taux de 20% s'applique sur toute la tranche, allant de 1 million à 12 millions de revenus annuels. Donc un cadre est imposé au même taux marginal qu'un haut dirigeant d'entreprise. Est-ce que cela est juste? Ensuite, et surtout, parce que l'on continue de taxer le travail, le salaire, sans toucher de la même manière au patrimoine accumulé, aux plus-values et à la spéculation foncière. À Maurice, il n'existe toujours ni impôt sur les plus-values, ni véritable taxation de la fortune. Une fiscalité réellement juste ne peut pas reposer sur les seules épaules de ceux qui travaillent. Madame la Présidente, je voudrais aborder la politique familiale. Et je veux commencer par reconnaître ce qui va dans le bon sens. L'introduction d'un congé menstruel, dans le public comme dans le privé, est une avancée réelle pour les femmes. Lorsqu'une mesure est juste, il faut le dire. La critique n'a de valeur que si elle sait aussi reconnaître le progrès. Et c'est précisément pour cela que la question du congé parental me déçoit autant. Le programme gouvernemental promettait, je cite, un congé parental allant jusqu'à 1 année. C'était une mesure qui me tenait à cœur et pour laquelle j'étais personnellement intervenue auprès du Premier ministre. Or, cette promesse s'est transformée en un simple allongement du congé de maternité. 12 mois pour les mères, mais seulement 6 semaines pour les pères. Cette différence n'est pas un détail. C'est le mécanisme même de la discrimination. Car dans le monde réel, lorsqu'une entreprise sait qu'une salariée peut s'absenter plus d'1 an, quand un homme ne s'absentera que 6 semaines, ce sont les femmes qui seront désavantagées à l'embauche et dans leur carrière. Vous n'avez qu'à parler à des HR autour de vous, ils vous donneront eux-mêmes les réponses en privé. Ce qu'il fallait, c'était un véritable congé parental partagé, accompagné de mécanismes de soutien aux employeurs. Un congé partagé mettrait fin à cette discrimination, parce qu'enfin les hommes et les femmes seraient sur un pied d'égalité. Et si l'objectif est réellement d'encourager la natalité, comme j'ai entendu le ministre le dire, il faut d'abord créer un environnement favorable aux familles, des emplois, des crèches au sein des grandes entreprises, des logements accessibles aux jeunes couples, une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, la semaine de 40 heures promise n'étant toujours pas une réalité, et bien sûr, un vrai congé partagé entre les 2 parents. Les enfants sont une responsabilité collective, pas seulement celle des femmes. Madame la Présidente, je dois dire quelques mots sur l'environnement, parce qu'il existe aujourd'hui un fossé inquiétant entre les discours et la réalité. Nous entendons parler de transition écologique, de résilience climatique, de développement durable, mais en parallèle, on nous annonce la création de 28 fermes aquacoles. Et sur le terrain, les citoyens constatent trop souvent des projets qui frappent les zones les plus sensibles.
Le projet approuvé à Palma récemment affectant les wetlands, des constructions permises à Montchoisy et à Bellemare sur une dune de sable aggravant l'érosion, des déversements d'huile lourde à Port-Louis, d'eau usée à Baie du Tombeau, des atteintes graves à nos écosystèmes et un manque de transparence. L'exemple récent de Pointe-aux-Sables illustre parfaitement cette situation. Lorsque des pêcheurs et des habitants s'inquiètent de ce qu'ils voient, ils ne demandent pas des slogans, ils demandent des réponses, des analyses indépendantes, de la transparence. Ils demandent que l'environnement soit traité comme une priorité nationale et non comme un simple élément de communication. Or, jusqu'à l'heure et depuis le 10 juin, aucun plan de stratégie de dépollution et de réhabilitation n'a été exposé jusqu'à l'heure. À Bellemare, un permis IAI a été octroyé récemment pour 200 mètres de supposés travaux de réhabilitation. Et ce permis est octroyé en légalisant par la même occasion 180 mètres de travaux faits auparavant sans aucun permis. Quel signal est envoyé? Quel signal est envoyé quand toute cette construction est faite sur une dune de sable, alors que le Premier ministre parle dans son discours de restauration des dunes de sable pour lutter contre l'érosion? Quel signal est envoyé quand ces travaux sont en train de se dérouler, alors qu'une notice du District Council a été émise pour demander l'arrêt des travaux? Quel signal est envoyé quand le public n'a plus d'accès à la plage pour pouvoir traverser à marée haute? Le signal envoyé est que la loi ne s'applique pas de la même façon pour tous et que c'est encore le peuple qui doit subir. Pourtant, nous sommes une île, notre tourisme dépend de nos plages, notre pêche dépend de nos lagons, notre économie dépend directement de notre environnement. Détruire nos ressources naturelles, ce n'est pas seulement une faute écologique, c'est une faute économique. Madame la Présidente, je voudrais aborder l'intelligence artificielle avant de conclure. Sur le principe, je soutiens l'ambition de préparer Maurice aux transformations technologiques. Mais je refuse l'idée que l'intelligence artificielle serait une solution miracle. Quelle place peut avoir l'intelligence artificielle tant que nous ne l'avons pas définie? Quelle société nous voulons bâtir? Quel est l'intérêt de cet outil? Oui, c'est un outil, n'oublions pas. Quel est l'intérêt de cet outil si nous ne remettons pas en cause notre modèle de développement, c'est-à-dire sortir de la rente pour aller vers la production? On nous parle de plateformes cloud et de hubs numériques, mais avec quelle infrastructure, quelles compétences, quelle énergie, quelle stratégie? Les centres de données ne fonctionnent pas grâce aux annonces, mais grâce à des ingénieurs, à des chercheurs, des techniciens hautement qualifiés. Et où sont-ils aujourd'hui? Maurice fait face à une pénurie croissante de talents. Avant de rêver hub régional, assurons-nous d'en avoir les fondations. Ce qui m'amène à une question plus grande encore. L'intelligence artificielle va transformer le marché du travail. On estime que 20 à 25% des emplois de bureau, les white-collar jobs, comme on les appelle, pourraient disparaître et que beaucoup d'autres seront profondément modifiés. Des milliers de travailleurs devront se reconvertir. Or, ce budget ne propose aucune vision pour accompagner cette transition. Et c'est ici que je veux être claire sur ce que nous proposons. Parce qu'on nous répète, budget après budget, qu'il n'y a pas de choix, qu'il faut toujours plus de béton, plus de dettes, toujours plus de main-d'œuvre importée et que l'économie déciderait à notre place. Je ne le crois pas. Il y a toujours un choix. Nous proposons ainsi la création d'un Sovereign Future Fund. L'idée est simple. Utiliser une partie de la richesse créée aujourd'hui pour préparer les transformations de demain. Un fonds national capable d'investir dans les technologies émergentes, la formation continue, la reconversion professionnelle et la protection des travailleurs touchés par l'automatisation. Parce que les bénéfices de l'intelligence artificielle ne doivent pas être captés par une poignée de grandes entreprises. Ils doivent profiter à toute la société. Soyons honnêtes, on nous a fait croire pendant trop longtemps que le néolibéralisme, le marché tout-puissant et ses inégalités croissantes étaient le seul chemin vers la prospérité. C'est faux. Les pays les plus prospères
sont aussi parmi les plus égalitaires. Une économie où la richesse se concentre toujours davantage entre quelques mains n'est pas une économie forte, c'est une économie faible. La vraie modernité, ce n'est pas de bétonner nos côtes pour les vendre à des étrangers, c'est d'investir dans ce qui dure. L'éducation, y compris avec des manuels à disposition, ce me semble être le strict minimum. La santé, la recherche, la transition écologique. La vraie modernité, c'est de partager le fruit du progrès, y compris en donnant enfin du sens à cette promesse de la semaine de 40 heures, pour que les gains de productivité reviennent aussi aux travailleurs et aux familles, et pas seulement aux actionnaires. Voilà ce qui devrait être un budget de courage. Non pas demander aux plus modestes de se serrer la ceinture, mais avoir le courage de changer de modèle. Ce qui m'inquiète quelque part le plus dans ce budget, ce n'est pas tant ce qu'il contient, parce qu'on entend beaucoup de mesures répétitives, déjà entendues l'année dernière, l'innovation, Blue Economy, l'intelligence artificielle. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'il ne contient pas. Je cherche un nouveau moteur de croissance, un secteur capable de transformer durablement notre économie. Je cherche une vision pour les 25 prochaines années. Je ne trouve pas. À la place, nous apprenons que le pays prévoit d'accueillir à nouveau 70 000 travailleurs étrangers supplémentaires. Nous n'avons rien contre ces travailleurs. Au contraire, ils contribuent à notre économie et méritent le respect. Mais une question de fond se pose. Comment expliquer que nous ayons besoin d'importer toujours plus de main-d'œuvre alors que tant de jeunes Mauriciens envisagent de quitter le pays? Comment expliquer que nous ne sachions pas offrir à notre propre jeunesse les perspectives qui la retiendraient ici dans leur pays? Il est là le véritable défi national. Un pays qui dépend toujours de plus en plus de l'immigration de travail, tout en voyant partir sa jeunesse, doit s'interroger sur son modèle. Quel avenir construisons-nous? Une économie capable de retenir ses talents ou une économie qui remplace peu à peu ceux qui partent? Il est là le débat que ce budget aurait dû avoir le courage d'ouvrir, car au fond, et je vais conclure dessus, qu'il s'agisse de la pension, de l'égalité homme-femme, de notre environnement ou de l'intelligence artificielle, la même question revient toujours. Quelle société voulons-nous bâtir pour les générations futures? Ce budget nous demande de croire que les sacrifices d'aujourd'hui construiront un avenir meilleur. Les chiffres comptent, les équilibres budgétaires comptent, mais lorsqu'un gouvernement oublie que sa responsabilité première est envers les humains, il perd de vue l'essentiel. Comme l'a rappelé récemment le pape Léon XIV, notre devoir urgent est de rester profondément humain. Un avenir ne se construit pas seulement avec des routes, des bâtiments, des centres de données, des indicateurs économiques. Il se construit avec la justice sociale, avec la confiance des citoyens, avec l'égalité des chances, avec le respect de notre environnement. Il se construit lorsque ceux qui demandent des sacrifices sont les premiers à montrer l'exemple. Je crois en une île Maurice qui ne considère ni l'humain, ni la solidarité, ni la justice, ni l'environnement comme des coûts, mais comme les fondations mêmes de notre prospérité. C'est cette voie que je continuerai de défendre dans cette Assemblée. Je vous remercie. Merci. Yes, Honorable Bichuk. Don't worry, I will give a few minutes to each one of you. Faut pas couper mon cou Merci déjà. Madame la Présidente. J'ai entendu le mot courage, mais l'histoire retiendra. Lorsque la tempête économique s'abattait, certains ont lâchement déserté le navire, alors que nous, de ce côté de la Chambre, nous nous agrippons à cette gouvernail avec ténacité pour mener à bien, pour mener au bon port ce pays. Celle qui se soucie aujourd'hui, Madame la Présidente, des maçons, des ménagères, des pêcheurs, des travailleurs manuels, n'avait quasiment rien trouvé à dire sur la réforme de la pension lorsqu'elle s'asseyait de ce côté de la Chambre. Sans doute, l'appétit pour un poste de ministre avait englouti ces mêmes soucis. Quel retournement de veste. Pour celles qui parlent d'un gouvernement batté, Let him speak.
Je pense que le ministre de l'Éducation avait raison. Certains, forcément, ont Honourable besoin member, des heures supplémentaires Honourable en bonne member. manière et de bonne conduite dans cette Honourable chambre. member, laisse-moi faire. You're not supposed to. No motives. You're not No supposed. You're not supposed to impute motives. She's been imputing motives for No. minutes after minutes with No. regards to this budget, madam. I should be given enough time and liberty to will defend give the you budget time. and this government. But you cannot impute motive on somebody's choice. This is called a hypothesis, madam. Not impute motive. Donc, en parlant de bat-batté, sans doute, pendant plus d'un an, il y avait dans cette chambre une junior ministre bat-batté. Bat-batté pour un voyage, pour plusieurs voyages, bat-batté pour des per diem. Et lorsque les chiffres vont tomber, je l'espère incessamment dans cette chambre, les masques aussi vont tomber. En ce qui s'agit du congé parental, Madame la Présidente, l'honorable membre de l'opposition pose un dangereux postulat. Elle réduit l'existence même de la femme à son statut de salarié. Pour elle, c'est comme si le salariat était la destinée de la femme. C'est une abomination. Le congé parental assiste, encadre et accompagne la femme dans le sacré processus de procréation. Le congé parental prolongé encourage la coresponsabilité, il brise l'héritage patriarcal et il place l'enfant au centre de nos priorités. Refuser aux pères un droit équivalent, c'est maintenir les mères dans une servitude sociale. Voilà ce que vise cette mesure. Madame la Présidente, les défis qui se dressent devant nous ne sont pas simplement titanesques. Ils sont vertigineux, écrasants, d'une ampleur qui menace de broyer nos institutions si nous n'y faisons pas face avec lucidité et courage. Reconnaître cette gravité n'est pas une option, c'est une obligation morale et politique. Car, dit-on, c'est bien au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au pied d'un mur colossal. Nous avons hérité d'une économie abyssale, d'une panne sèche financière, d'une marge de manœuvre inexistante. Le chantier de la reconstruction n'est pas seulement immense, il est gargantuesque, presque insoutenable. Dans ces conditions, Madame la Présidente, il incombe aux politiques de discerner entre la raison et le mirage populiste. Le populisme, c'est de faire croire que les caisses débordent alors qu'elles sont vides. C'est de nier que notre pays est miné par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. C'est de fermer les yeux sur les déluges inflationnistes exogènes qui s'abattent sur une île dépendante des importations. Le populisme, ce sont ces voix qui défilent sur les plateaux médiatiques et sur les réseaux sociaux, s'improvisant actuaires ou protecteurs du peuple alors qu'elles orchestrent le bal du déni. En face, il n'y a qu'une seule voie, celle de la raison. La raison, c'est de reconnaître que Maurice est d'une vulnérabilité extrême face aux chocs externes. La raison, c'est de se rendre à l'évidence. La dette publique a explosé, passant de 238 milliards de roupies en décembre 2014 à 559 milliards de roupies en juin 2024. Il incombe à ce gouvernement de réduire cette dette avant qu'elle nous écrase. La raison, c'est de reconnaître qu'il n'est plus soutenable d'allouer un quart de son budget national aux allocations sociales. Pire encore, la rationalité exige que nous empêchions le pays de dériver vers l'irréversible, car la bombe démographique est amorcée. Et elle menace d'anéantir notre système de protection sociale. Bientôt, pour chaque 10 roupies dépensées, 4 roupies iront dans le panier des allocations.
Madame la Présidente, si nous persistons dans le déni, nous ne serons pas les témoins d'une crise, nous en serons les fossoyeurs. Madame la Présidente, je note avec une profonde tristesse que les débats autour de la pension soient souillés par des charognards politiques, dépourvus de tout patriotisme, prêts à arracher chaque lambeau de chair pour nourrir leur insatiable appétit populiste. Ils ne bâtissent pas, ils dévorent. Ils ne proposent pas, ils détruisent. Je le dis avec gravité, il n'est pire aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'est pire sourd que celui qui refuse d'entendre la voix de la raison. Voilà le drame de notre époque, une surdité volontaire, une cécité choisie. Fait notable, parmi ces pseudo-experts qui valsent de micro en micro, qui jonglent avec des mots creux et des analyses superficielles, pas une seule voix n'a offert ne serait-ce qu'une demi-solution à l'épineux problème de la pension universelle. Tous préfèrent lâchement balayer la poussière sous le tapis, espérant que l'oubli fasse office de politique. Hier encore, le leader de l'opposition clamait que nous n'avions pas de mandat pour réformer notre système de protection sociale. Alors, permettez-moi de poser ces questions simples mais terribles. Le MSM avait-il le mandat de démanteler la BAI et Betamax et de faire payer les Mauriciens? Le MSM avait-il le mandat de plomber la dette publique? Le MSM avait-il le mandat d'imprimer 153 milliards de roupies? Avait-il le mandat de faire perdre 40% de sa valeur à notre monnaie? Avait-il le mandat de précipiter la chute de notre note souveraine de BAA1 à BAA3 avec une perspective négative? Pour reprendre la célèbre formule du leader de l'opposition, non, non, non. Vous n'aviez pas de mandat. Et pourtant, vous l'aviez fait. La nation en paie aujourd'hui le prix, dans sa chair, dans son sang et dans son avenir. En parlant de Moody's, j'entends souvent cette phrase, « Nous pas besoin de Moody's, nous. » Quelle dangereuse naïveté. Ceux qui méprisent la notation financière sont les mêmes qui scrutent les étoiles des hôtels avant d'y séjourner. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 stars. Les mêmes qui consultent les avis Google avant d'aller au restaurant. Les mêmes qui regardent les notes sur TripAdvisor avant de voyager. Et pourtant, ils voudraient que les investisseurs ferment les yeux sur la note souveraine de notre pays. Quelle contradiction, quelle folie. Saviez-vous, plus d'1,3 trillion de roupies en dollars sont déposés dans nos banques, dont 650 milliards à travers des Global Business Companies. Que se passera-t-il si notre note bascule en junk? On ne le dit pas assez, soit le statut d'économie poubelle. Si seulement 30% des déposants délocalisent leurs fonds, ce sera l'effondrement. La roupie s'écroulera, l'inflation explosera et le pays sera englouti dans une tempête cataclysmique. Voilà pourquoi la consolidation fiscale engagée depuis le début de ce mandat est vitale, non pas pour plaire, mais pour sauver. Madame la Présidente, je salue les mesures budgétaires qui redonnent souffle à nos secteurs productifs. 100 millions annuels pour réhabiliter 500 hectares de canne à sucre, c'est la renaissance d'un symbole national. Une ambition d'augmenter de 50% la production du thé, c'est la promesse d'un terroir retrouvé. 75 millions pour subventionner la nutrition animale, c'est l'espérance d'un élevage renforcé. La pêche et l'aquaculture, soutenues par un freight rebate scheme, ouvrent la voie à une économie bleue, locale et exportatrice. Madame la Présidente, ce budget ose regarder là où tant d'autres avant nous ont détourné les yeux. La bombe démographique. Oui, une bombe silencieuse, mais dont l'explosion menace l'avenir de notre nation. L'allongement du congé parental accompagné de garde-fous nécessaires est une mesure salutaire, car avec un taux de fertilité tombé à
1,35 enfants par femme, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations, Maurice se trouve face à un double péril, une natalité en chute libre et un vieillissement accéléré. Deux vagues qui, si nous n'agissons pas, viendront engloutir notre équilibre social. Madame la Présidente, il faut aller plus loin. La contribution dite Training Levy à hauteur d'1,5% du salaire de base doit être majorée et rebaptisée Population Development Levy. 50% de ces fonds doivent servir à soutenir nos PME dans le paiement des mois additionnels de congé parental. Car investir dans la famille, c'est investir dans la nation, soutenir la natalité et soutenir la pérennité. Il est temps aussi d'amorcer une grande réforme de l'État. Trop de corps para-étatiques se chevauchent, trop de structures se répètent, trop de budget se dilue. Fusionnons, rationalisons et simplifions. L'État doit être un moteur et non un labyrinthe. Et surtout, débarrassons-nous des boulets. Soyons raisonnables, l'État n'a pas vocation à opérer un casino. Un casino qui, ironie tragique, ne fait que perdre année après année sur le dos des contribuables. L'État doit protéger, pas parier. Il doit bâtir, pas jouer. Madame la Présidente, Yes, je vais terminer. Yeah, okay. Madame la Présidente, je rejoins l'appel de cœur de l'honorable Annabelle Savabati. Le pays n'a pas besoin d'un bâillon supplémentaire. Alourdir les sanctions pénales liées à la Public Gathering Act, c'est à l'encontre de l'esprit de liberté que nous avons conquis. Nous avons libéré ce pays et nous n'avons pas besoin de chaînes nouvelles. Enfin, je ne peux taire mon regret devant la réapparition de la surfacturation des plaques d'immatriculation personnalisées. L'honorable Osman Mohamed avait affirmé ici même que cette mesure s'adresserait aux nouvelles plaques d'immatriculation. Si le gouvernement persiste, alors qu'au moins un mécanisme de remboursement soit mis en place pour ceux qui choisissent de rendre leurs plaques. La justice n'est pas une option, elle est une exigence. Finalement, Madame la Présidente, notre salut viendra de la croissance. Elle-même dépendra de la rapidité d'exécution des chantiers engagés. L'exécutif doit retrousser leurs manches et doubler d'efforts pour exécuter les mesures budgétaires et tirer vers le haut la croissance économique. J'accueille favorablement l'Accelerated Scheme de l'EDB. Les blocages administratifs plombent l'avancement du pays et il incombe d'y remédier au plus vite. Je remercie l'honorable ministre des Finances et le ministre des Sports d'avoir accordé une enveloppe suffisante pour démarrer la construction d'une piscine dans ma circonscription, car FLAC était dépourvu de telles infrastructures depuis plus d'une trentaine d'années. Madame la Présidente, ce budget n'est pas un chiffre, il est un cri, un appel à bâtir, à servir, à unir. Il sépare le mensonge de la vérité, il oppose le populisme à la lucidité. Nous avons le devoir de protéger notre nation, de consolider nos finances, d'assurer la transmission, de soutenir nos familles, d'anticiper demain, de libérer l'État de ses lourdeurs sans fin. Ce budget est une main tendue vers l'espérance, vers la justice sociale, vers la croissance. Il nous appelle à l'action, à la rigueur, au courage, à écrire ensemble une nouvelle page, car l'histoire ne pardonne pas l'inaction. Elle ne retient que les bâtisseurs de vision. Soyons donc les artisans de l'avenir, les porteurs de lumière, les semeurs de l'avenir. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Yes. Honorable Minister. Yes. Madame la Présidente, je me tiens devant vous cet après-midi pour défendre un budget solidaire, responsable, préparé dans un contexte économique difficile qui contredit les prophètes de malheur qui réclamaient une hausse de la TVA pour des raisons politiques. Mais en revanche, Madame la Présidente, le seuil de la pauvreté du registre social sera relevé progressivement jusqu'à 17
500 roupies. C'est une enveloppe de 2 milliards de roupies qui sera allouée au Price Stabilization Fund de la STC pour protéger les consommateurs. Le congé maternité et de maternité est porté à 12 semaines, dont 6 à plein salaire. Le budget de l'éducation est augmenté. Les 8000 logements sont construits et 2200 professionnels de santé recrutés. Je n'ai évoqué que quelques mesures et pour les reprendre toutes, je n'ai évoqué que quelques mesures, les reprendre toutes prendrait trop de temps, évidemment. Mais je tiens à souligner que même nos amis, les animaux, n'ont pas été oubliés. Un hôpital de 50 millions de roupies est prévu dans le budget 2026-2027. Madame la Présidente, venons-en à la réforme de la pension. Le système proposé était complexe, je l'admets. Mais ce qui est important, Madame la Présidente, c'est que la raison a primé. Le Premier ministre a été à l'écoute des inquiétudes de la population. Le mean test pour déterminer l'octroi de la pension est gelé, un soulagement pour beaucoup. Et je suis certain que nous arriverons à un système plus acceptable pour tous. Mais j'aimerais insister sur un point, Madame la Présidente. Aucun Premier ministre n'avait jusqu'ici osé toucher à la pension des élus. Personne n'a pas du l'honorable docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre de ce pays. Diriger les ressources vers les plus vulnérables est un désir partagé. Par le nombre de chefs de gouvernement, personne n'a eu le courage de faire ce que l'honorable docteur Navin Ramgoolam, Premier ministre de ce pays, a fait. Madame la Présidente, avec votre permission, je vais m'attarder sur le dossier, sur le tourisme, qui est mon sujet. Le 25 juin 2025, nous sortions d'un premier trimestre compliqué avec une baisse des arrivées. Nos détracteurs, évidemment, prédisaient l'apocalypse, l'effondrement de nos marchés. Rien n'allait marcher au tourisme, disait-il, sur tous les toits. Même un avril historique, avec un avril historique et un mai extraordinaire, n'ont pas calmé les Nostradamus de pacotille, Madame la Présidente. Je ne me doutais pas que Maurice connaîtrait une hausse jusqu'à décembre. Avril à décembre 2025, exceptionnel, Madame la Présidente. Je n'ai jamais vu, la première fois de l'histoire de l'île Maurice, pas de basse saison historique, Madame la Présidente. Et le Premier ministre l'a rappelé, record d'arrivée en 2025, notre première année au pouvoir, 1 436 250 visiteurs, soit une croissance de 3,9%. Et c'est sous cette alliance du changement que le seuil des 1,4 million a été franchi. Record aussi en recettes, avec 103 milliards de roupies. La barre des 100 milliards est tombée, Madame la Présidente. Et ces performances témoignent de la confiance renouvelée des voyageurs et elles sont le fruit de tous, directeurs d'hôtel, DMCs, serveurs, plaisanciers, opérateurs, vendeurs de fruits, chauffeurs, guides. Et là, je tiens personnellement à remercier chaque acteur cet après-midi qui défendent notre réputation. Et elle reflète une stratégie claire, Madame la Présidente. Renforcer l'attractivité, diversifier les marchés. Et c'est exactement ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, ce que ce gouvernement-là a fait quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2024, en novembre 2024. Nous avons amélioré la connectivité, valorisé l'authenticité mauricienne, Madame la Présidente. Et cela démontre
notre capacité d'adaptation. Je pense que les Mauriciens ne réalisent pas l'exploit que durant la guerre du Moyen-Orient, quand d'autres destinations chutaient à côté de nous, les Seychelles, les Maldives, Maurice a maintenu sa trajectoire et a fait preuve de résilience, Madame la Présidente. Résilience extraordinaire. Nous avons surmonté les effets de la guerre, Madame la Présidente. Et la hausse s'est poursuivie jusqu'à mars 2026. Une légère baisse était intervenue en avril 2026, et cela a pris 13 mois. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un effort collectif, Madame la Présidente. La solidité de notre positionnement et la confiance des voyageurs. Madame la Présidente, ces résultats n'appellent pas à l'autosatisfaction. Dans un contexte incertain, nous devons innover, investir dans la qualité, renforcer la compétitivité, Madame la Présidente. Notre ambition reste inchangée. Maurice doit et demeure la destination de référence pour ses paysages, pour son accueil, pour son patrimoine, pour sa culture, pour son expérience. Et le Premier ministre l'a dit dans son discours, sortir du 6 cents and cents pour le inland tourism et l'authenticité. Ce que je n'ai pas arrêté de faire depuis que on est arrivé au pouvoir, Madame la Présidente. Nous avons une culture, Madame la Présidente, une culture et un mode de vie unique à l'île Maurice, unique. Je vais maintenant évoquer quelques mesures du budget concernant le tourisme, le Smart Gate, le e-Visa, le Smart Apps. Avant tout, le but, c'est de faciliter le passage à l'aéroport. Et depuis que nous sommes arrivés au gouvernement, je n'ai cessé d'avoir des complaintes pour l'aéroport. Et le Premier ministre est d'accord avec moi. J'en ai parlé au Premier ministre et je salue le Premier ministre pour son effort dans le budget et je salue aussi les politiques biométriques. J'évoquais déjà le Smart Gate l'an dernier dans mon budget, dans le discours budgétaire. Idem pour le e-visa. Tout ce qui fait perdre du temps à un visiteur qui, après 7 heures à 13 heures d'avion, doit disparaître. Point barre, Madame la Présidente. Il est impératif pour nous, pour l'île Maurice, de suivre la tendance des autres pays sur cet aspect. Mon ministère travaille sur une application touristique polyvalente pour simplifier le séjour et améliorer l'expérience. Autre mesure, Madame la Présidente, c'est l'Eco-Integrated Tourism Village. Création des villages éco-intégrés. Avec 6 villages de Best Tourism Village de l'ONU, Maurice est le leader en Afrique et parmi les plus performants au monde, vu de sa taille. Et là, cette année, j'espère qu'une bonne nouvelle va tomber pour Maïbourg. Le réveil, hein, vous vous réveillez. Et là, l'honorable Ramphol, l'honorable Le Piram et Apollon, et je dis que bientôt, les Cross Fingers, on va voir le Best Tourism Village à Maïbourg. Cela témoigne de notre patrimoine, de l'authenticité de nos communautés, de notre engagement durable. Nous avons plus à offrir que le sable et la mer turquoise. Ces villages deviendront emblématiques, Madame la Présidente. Gastronomie locale, artisanat, culture, ou la culture, l'expérience unique.
Et le visiteur, nous tous, nous sommes d'accord que le visiteur, de plus en plus, et surtout les repeaters, ils sont à la recherche de l'authenticité, de l'immersion en communauté, créer des opportunités aux zones touristiques. Le tourisme doit bénéficier au plus grand nombre, et là, je pense à l'habitant, Madame la Présidente. Je pense au restaurateur, je pense à l'artisan, le pêcheur, et même le marchand de légumes ou de gâteaux piments. C'est ça, c'est là la définition même et la raison d'être du inland tourism, du tourisme intérieur. Autre mesure, Madame la Présidente, qui me tient à cœur, c'est l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval. Je salue l'amendement de la MITD Act pour inclure le tourisme du conseil d'administration. Justice, car le ministère du Tourisme alloue 79 millions et j'ai eu l'occasion de parler à maintes reprises au ministre de tutelle, mon ami l'honorable Ganga Prasad, Maïn, et je suis très content de voir que cette somme passe pour l'année 2026-2027 à 102 millions d'euros. Le budget 2026-2027 met l'accent sur le revamping pour combler les pénuries de compétences. Avec le soutien total de l'ARIM, un comité privé d'experts a audité l'école et ses recommandations feront l'objet d'un papier au Conseil des ministres bientôt. Et je dois dire, c'est grâce à mon carnet d'adresse, mes contacts, que j'ai pu solliciter en France et que je suis arrivé à avoir 2 écoles hôtelières européennes encore. Et le but, Madame la Présidente, c'est qu'il faut absolument que l'établissement devienne une académie d'excellence. Autre mesure, Madame la Présidente, c'est l'Innovative Activities et l'hébergement de la Tourism Authority. Le budget amende la Tourism Authority Act pour encadrer les sports nautiques motorisés et non motorisés, existants et émergents. Le profil des visiteurs, on doit être d'accord, évolue. Maurice est entouré d'eau cristalline et ne peut ignorer les activités pratiquées chez nos concurrents. Nous sommes condamnés, Madame la Présidente, à innover afin de maintenir le niveau. Et le niveau et la compétition avec des pays comme les Seychelles, évidemment, et les Maldives. Au-delà du tourisme, le budget lutte contre l'érosion. L'érosion côtière, préserver les plages, améliorer l'environnement. Mon ministère travaille sur un action plan issu du blueprint. Le premier draft sera prêt la semaine prochaine. Le document comportera au point de vue du secteur hôtelier qui sera invité à soumettre ses recommandations. Très important de travailler en synergie avec le secteur privé en ce qu'il s'agit de l'action plan. Madame la Présidente, le budget nous enjoint à effectuer une réforme de l'hébergement avec l'introduction d'outdoor accommodation et surtout la reconnaissance de l'informel à courte durée. Je dois dire que ce secteur a explosé, il diversifie l'offre et augmente la capacité en haute saison. Mais beaucoup, je dois dire, opèrent sans licence avec des risques, Madame la Présidente. Des risques au niveau de la sécurité, des risques au niveau de la fiscalité et des risques au niveau de la qualité. Donc, la régularisation soutient l'économie locale et l'entrepreneuriat. Nous lancerons une enquête exhaustive et reviserons des guidelines pour simplifier l'administratif. L'offre évolue avec l'éco-lodge, le homestay, et je dois dire que ces nouvelles catégories marquent parfois de 4
et il faut définitivement combler ces lacunes. En ce qui s'agit de la stratégie touristique et la MTPA, Madame la Présidente, je dis que c'est inutile de diversifier l'offre, développer l'intérieur, le tourisme vert, le tourisme médical, le tourisme de bien-être, si la promotion ne suit pas. Le budget 2026-2027 oriente la promotion vers la culture unique, vers la durabilité, l'écotourisme intérieur, l'authenticité, Madame la Présidente. La MTPA sera restructurée et à l'aide de l'intelligence artificielle et où là, un organisme doit être réactif. Il faut agir intelligemment, consolider et explorer avec notre ambassadrice, récemment l'ambassadrice de Chine que j'ai rencontrée la semaine dernière. Nous avons mis les bouchées doubles sur la Chine, Madame la Présidente. Nous avons mis les bouchées doubles sur la Corée. Et j'ai rencontré l'ambassadrice et c'est très important de savoir que nous avons une très bonne réunion ensemble et elle est disposée à nous aider ensemble avec l'ambassadeur, notre ambassadeur basé en Chine. Nous explorons l'Europe de l'Est, qui a une progression extraordinaire de l'Europe de l'Est. Extraordinaire, Madame la Présidente. Et nous relançons la Russie, notre offensive chez la Russie. N'oublions pas aussi le Golfe Persique. D'ailleurs, une délégation saoudienne est attendue au pays à la mi-juillet, plus exactement le 16 juillet. C'est là que je dis qu'il nous faut absolument diversifier nos marchés. C'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis d'avoir une année record en 2025 et ce qui explique notre grande résilience. Madame la Présidente, j'arrive presque au terme de mon intervention. J'espère avoir été clair et limpide. Il y a encore quelques jours, le Premier ministre et le ministre des Finances rappelaient qu'il ne cherchait pas la popularité immédiate ou électorale, mais qu'il préparait l'avenir. Ce qui avait fait dire au leader de l'opposition que le chef du gouvernement, malheureusement, il n'est pas là. Il a déserté. De l'opposition. Le chef du gouvernement, et ce qui avait fait, avait fait dire au leader de l'opposition que le chef du gouvernement n'aurait pas d'avenir. Je crois qu'il est revenu. L'honorable leader de l'opposition montre encore une fois qu'il n'a rien compris, Madame la Présidente. Il n'a rien compris. Madame la Présidente, l'honorable Desjongor ne connaît pas la résilience du lion. Il ne connaît pas. Il parlait du lion. Il ne sait pas la résilience. Et Pinocchio, exactement. Madame la Présidente, l'honorable Premier ministre, le docteur Nabil Ramoulam, aurait pu se contenter de contacter, de prendre de l'argent, de nouveaux emprunts et d'entêter davantage le pays et d'imprimer des billets comme beaucoup l'ont dit. Mais c'est exactement ce qu'a fait l'ancien gouvernement a fait, et sans se soucier le moins du monde des conséquences économiques. Abus et des responsabilités. Voilà le bilan de l'ancien régime. L'actuel gouvernement fait preuve de résilience, de prévoyance. Il prend des mesures difficiles, certes, mais indispensables, Madame la Présidente, et visant à garantir l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. De mon côté, en tous les cas, Madame la Présidente, je n'ai aucun doute que le prochain exercice budgétaire afficheront une amélioration progressive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Rien qu'à voir ce budget, on peut comprendre. Ce gouvernement sera jugé à la fin de son mandat, sur son bilan économique. Le respect et la discipline doivent primer, Madame la Présidente.
Que n'a-t-on pas véhiculé à mon sujet? Since day one, madame la présidente. J'ai subi beaucoup de critiques, je dois dire. Il dit, ah ouais, le ministre du Tourisme, il faut le retirer comme ministre du Tourisme. Ah ouais, il faut le retirer. Oui, oui. Et depuis le premier jour, que des embûches et d'obstacles semés de notre chemin. Malheureusement, ceux qui devraient pourtant avancer, c'est pas ceux qui devraient pourtant avancer à nos côtés. Mais je suis sûr qu'ils vont se reconnaître. Ils se reconnaîtront, mais oui, évidemment. Oui, oui, oui. Madame la Présidente, le secteur touristique marche très, très, très bien. Se porte à merveille, Madame la Présidente. Mais les réformes de nos institutions, telles la MTPA, la Tourism Authority, l'école hôtelière Gaëtan Duval, sont devenues pressantes. La MTPA, Madame la Présidente, existe depuis 1996. Une éternité, 30 ans. Son fonctionnement et ses indicateurs doivent être vus. L'école hôtelière Gaëtan Duval existe depuis 55 ans. 55 ans, madame. Son rôle dans le développement de notre secteur est primordial. Elle doit presque être la pierre angulaire de notre stratégie. Quant à la Tourism Authority, unité du ministère devenue institution indépendante en 2006, elle est dépassée, en décalage avec les réalités actuelles. Seul le Tourism Employees Welfare Fund, peu médiatisé, a déjà des yeux sur l'avenir, alimenté par les cotisations des employés de l'hospitalité. Il a lancé un grand projet qui arrive bientôt, un centre administratif de 100 millions de roupies, regroupant plusieurs services sous un même toit. Mais, Madame la Présidente, réformer prend du temps et se heurte à des réticences, resistance to change. Mais il nous faut aussi travailler sur la destination. Je reviendrai en détail lorsque le ministère présentera son plan d'action bientôt, qui sera servi d'un exercice de rebranding. Autre chose, madame, le rebranding date de 2009. Jamais eu de rebranding. Malgré toutes les retouches depuis, il nous faut revoir notre rebranding. Et ça c'est un plaisir. La date de 2009, malgré des retouches. Et pour conclure, Madame la Présidente, le chantier de réforme du secteur a déjà démarré au ministère du Tourisme. Sans tambour, ni trompette. Car nous sommes condamnés à réformer le tourisme mauricien. Le business as usual n'est pas une option, Madame la Présidente. Et c'est à cette seule condition que Maurice accédera à une nouvelle dimension et consolidera son statut parmi les destinations les plus prisées dans le monde. Mon équipe au ministère du Tourisme et aussi la MTPA, la Tourism Authority, la TEWF et moi-même avons travaillé avec rigueur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ceux qui me connaissent savent que je continuerai à exercer mes fonctions avec droiture et intégrité. Je ne vais pas tolérer aucun écart au sein de mon ministère, quand bien même si cela nuirait à ma popularité. Mon regard, évidemment, demeure tourné vers l'avenir avec détermination. Détermination, Madame la Présidente, rien ne m'empêchera d'accomplir la mission que m'ont confiée le Premier ministre et mon électorat. Je tiens à dire merci à mes deux collègues aussi, qui me supportent, l'honorable Michael Siken, l'honorable Ajay Ganesh. Madame la Présidente, pour moi, ce qui compte, je vais terminer par dire, pour moi, ce qui compte seul, ce sont les résultats. Nous prévoyons
pour l'année 2026 une croissance de 3 à 5%. Et pourquoi pas dépasser les 1,5 million de visiteurs? On va le faire. Et rien que les 4 premiers mois, nous avons fait 7 milliards de plus que l'année dernière. Les 4 premiers mois, c'est 7 milliards de plus. Donc nous espérons aussi frôler les 120 milliards en termes de recettes touristiques. Nous étions à 103. Mais évidemment, cela dépendra aussi d'une série de facteurs, dont géopolitiques, socio-économiques. Et pour terminer, Madame la Présidente, le tourisme n'est pas un secteur parmi d'autres. C'est un moteur qui fait tourner l'économie. C'est un secteur qui fait tourner l'économie mauricienne et nourrit des milliers de familles. Chaque visiteur qui pose ses bagages à Maurice emmène avec lui une part de notre avenir. Protéger le tourisme, c'est protéger notre prospérité collective. Et ce budget marque incontestablement un tournant majeur dans l'histoire du tourisme mauricien. Je vous remercie, Madame la Présidente. Honorable Rokmi. You gained a few minutes, huh? Thank you. Madam Speaker, the challenge of our generation is not only about distribution of wealth, but also about how we preserve the conditions that make prosperity possible. Every government faces a temptation, that of spending today, postponing difficult decisions, and leaving the bill to the next generation. Or it can make responsible choices today so that future generations inherit a stronger country. We are trustees of the future, not merely consumers of the present. As a responsible government, we cannot only think of the next election. We must also think of the next generation. For many years, successive governments focused almost exclusively on rights. We have a right to education, we have a right to healthcare, we have a right to social protection. All that is true. But every right also carries a responsibility. We cannot indefinitely spend beyond our means. A pension system cannot ignore demographic realities. A welfare state cannot survive without a productive economy. We should not fall into a trap of believing that growth comes from spending. Sustainable growth comes from producing more, innovating more, and becoming more productive. Madam Speaker, we like to compare our little island to Singapore. And it is interesting to note that both countries face remarkably similar challenges. Both are aging societies. Both face labor shortages. Both are exposed to global shocks, and neither can rely on a large domestic market. The difference is that Singapore made productivity a national obsession. Every decade, it reinvented itself. It moved from low-cost manufacturing to advanced manufacturing, biotechnology, pharmaceuticals, finance, and technology. Mauritius too reinvented itself. We moved from sugar to textiles, from textiles to tourism and financial services. But over the last decade, we too often mistook stability for strategy. While others were preparing for the next economy, we were managing the previous one. Over the last 10 years, we have not produced the skills this country needs today, let alone the skills it will need tomorrow. Training cannot exist in a vacuum. Training must be linked to economic strategy. That is why the AI measures contained in this budget
are potentially more important than many people realize. Productivity needs to become a national policy. Too often in Mauritius, we focus on jobs, wages, and subsidies, but not enough on productivity, output per worker, and value addition. Whether we like it or not, wages follow productivity. We can legislate a wage increase. We cannot legislate prosperity. Prosperity comes from productivity. Let me say this in Creole. Nous capables passer la loi pour augmenter salaire, mais nous pas capables passer la loi pour augmenter richesse. Richesse vient seulement avec productivité. Our population is aging. Our labor force is growing slowly. Our pension obligations are increasing. If productivity remains around 1 to 1.5%, growth will slow. Fiscal pressures will increase, and pension reform will become even more difficult. Our demographic destiny is largely beyond our control. Our productivity destiny is not. Madam Speaker, in its current state and without factoring external shocks or force majeure events, Mauritius will need to become approximately 8% more productive by 2035, simply to meet its growing financial obligation. This is a call for Mauritius to become smarter, to get better skills, to adopt better technology, less bureaucracy, more innovation, better infrastructure, higher value industries. Then we will have better productivity. Or should I say, the productivity we need, the productivity we deserve. And that is why we have no choice but to sow the seeds of AI, digitization, and innovation today. But Madam Speaker, when I speak about productivity, I'm not really speaking about statistics. I'm speaking about opportunity. I'm speaking about whether a young Mauritian graduating in 2030 will find a job paying 25,000 rupees or a job paying 100,000 rupees. I'm speaking about whether our brightest minds will continue leaving Mauritius in search of opportunities elsewhere, or whether they will find those opportunities here at home. I'm speaking about whether our children will become consumers of technology or creators of technology. That is ultimately what this budget is trying to achieve. Madam Speaker, as jurisdictions around the world become increasingly sophisticated, Mauritius too must adapt and reinvent itself. À l'instar des services financiers, par exemple. The global business sector that flourished during the treaty shopping era cannot be expected to remain unchanged forever. The international tax landscape has evolved dramatically. Concepts such as base erosion and profit shifting, transfer pricing, substance requirements, and minimum taxation are now part of the reality within which all financial centers must operate. That is why I believe the measures proposed in this budget point in the right direction. Whether it be the creation of a private wealth management license, the development of a shared fintech licensing and passporting framework, the continued strengthening of our regulatory architecture, all these measures recognize a simple reality. Mauritius cannot compete tomorrow using yesterday's model. But we must go further. We absolutely need to attract reputable banks, fund administrators, fund managers, international financial institutions to our shores. And this can only happen if our jurisdiction possesses the credibility required for global investors to entrust us with their capital. Mauritius, therefore, needs to be a jurisdiction where institutions function independently and free from political interference. A jurisdiction where the rule of law prevails and not the law of the jungle.
a jurisdiction capable of defending its sovereignty whilst maintaining constructive international relationships. A jurisdiction that enjoys the confidence of credit rating agencies, and a jurisdiction that is recognized for its compliance standards and its commitment to combat money laundering and financial crime. We need to start measuring success. We need to start measuring success by the amount of wealth we manage. And we will know that we are succeeding when international investors begin choosing Mauritius not merely as a place through which investments pass, but as a jurisdiction from where they manage their international operations. It goes without saying that we need to give a new impetus to the ease of doing business. If investors have to wait for weeks, sometimes months, to establish businesses, and then wait even longer to open bank accounts, how can we expect them to entrust us with the management of their wealth? In the meantime, whilst we get there, we shouldn't sacrifice our low-hanging fruits. In this budget, we have proposed a measure that will prevent taxpayers from utilizing foreign tax credit to offshore the corporate climate responsibility levy, representing a significant shift in Mauritius's international tax framework. Corporate profits are normally taxed at the level of operating company. Taxing the same profits again when distributed as dividends creates economic double taxation. Many jurisdictions, therefore, provide participation exemptions or foreign tax credit mechanisms to eliminate this double taxation. Mauritius traditionally relieves economic double taxation through foreign tax credits. International investors typically establish intermediate holding companies in jurisdictions that are politically stable, treaty-friendly, commercially efficient, and tax neutral. Tax neutrality means that profits already taxed in the operating jurisdiction should not suffer an additional layer of taxation merely because it is an intermediate holding company. The inability to utilize foreign tax credit against the corporate climate responsibility levy may reduce the attractiveness of Mauritius for holding companies, particularly where investors could invest directly into the operating jurisdiction without incurring the additional Mauritius levy. The measure may therefore weaken Mauritius's traditional value proposition as a tax-neutral investment platform. While the objective of increasing fiscal revenues is understandable, preventing foreign tax credits from offsetting the corporate climate responsibility levy may unintentionally undermine Mauritius's competitiveness as a holding company jurisdiction. Therefore, consideration should be given to preserving tax neutrality for foreign dividend income and that has already borne substantial taxation overseas. Madam Speaker, we should not look at any sector in isolation, whether it be agriculture, hospitality, financial services, or technology. Everything is linked. A productive economy finances social protection. A competitive financial sector generates tax revenues. Strong institutions attract investment. Investment creates jobs. Jobs create prosperity. Madam Speaker, our budget has not yet been fully explained to our people, and I hope that exercise will be undertaken very soon. We are not running a political campaign. We are saving our country. We cannot continue doing the same things and expect different results. Yes, change is uncomfortable. Comfort preserves the present. Change secures the future. Madam Speaker, change also takes time, the more so when projects have been locked away in drawers. My constituents in Triolet will tell you how their sports complex, originally conceived under a Labour government before 2014 under the Prime Ministership of Dr. Ramgoolam, was initially abandoned only to be rediscovered when elections approached
Even then, it was not executed as originally designed. Fortunately, we came back. And avec le concours de l'honorable ministre Deven Nagalingam, ministre des Sports, et le Premier ministre et mon cher ami l'honorable Uchit, we completed the project, inaugurated it, and in this budget, we are making provisions for having a swimming pool to the Sir Sivasagar Ramgoolam Sports Complex. Finally, the vision will be accomplished. Madam Speaker, one frustration many of us share on this side of the House is that too much energy is being spent repairing what should never have been broken. We are now rebuilding and correcting. The resources that should have been invested in preparing Mauritius for the future are now being spent restoring credibility, restoring institutions, and restoring financial discipline. Yet, those who left the country in that state continue to deny the reality of what they left behind. Mais pourtant, ils n'ont pas d'explication pour les factures impayées des patients mauriciens qu'on a envoyés en Inde pour des traitements. Ils n'ont pas d'explication pour les unpaid overtimes que nos chers healthcare providers ont donné de leur temps pendant Covid. They have no explanation for the deterioration of institutions that took decades to build. My mother used to tell me, when you point a finger to somebody, you have three fingers pointing back to you. And the MSM should remember this lesson. Our task is not an easy one. And my friends on this side of the house, we need to have the stamina to do what is right, even when doing so is unpopular. We need the courage to make decisions whose benefits may only become fully visible years from now. We must not take our eyes off our objectives. History rarely rewards those who choose comfort over courage. Every generation is eventually confronted with a choice: to preserve yesterday or to prepare tomorrow. This budget chooses tomorrow. For that reason, and because I believe Mauritius deserves a future built on productivity, competitiveness, and opportunity, I proudly and unreservedly support this budget. I thank you, Madam Speaker. Thank you. Yes, Honorable Junior Minister Aliman. Merci, Madame la Présidente. Ce budget 2026-2027 constitue une feuille de route ambitieuse et visionnaire pour l'avenir de notre pays. Et s'inscrit dans une démarche de continuité, mais aussi de transformation, afin de préparer Maurice à relever les défis du monde marqués par l'incertitude, les tensions géopolitiques, les défis climatiques et la transformation technologique rapide. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Madame la Présidente, permettez-moi une petite parenthèse. Je tiens à saluer la décision de suspendre l'application du MINTES en ce qui s'agit de la pension. Faisant preuve d'écoute, de sagesse politique et de leadership, le Premier ministre a su entendre les préoccupations exprimées par les membres de la majorité gouvernementale, notamment ceux du MMM, du Parti travailliste, de Résistance et de nos amis les Nouveaux démocrates. Mais surtout la voix du peuple mauricien. Cette décision témoigne de volonté de privilégier le dialogue, la cohésion sociale et l'intérêt général. C'est quand on est au gouvernement qu'on peut faire bouger les choses et non pas en opposition. Ce budget, Madame la Présidente, repose sur 4 principes fondamentaux: la responsabilité, la solidarité, l'efficacité et justice sociale. Ces principes guident notre action et définissent notre vision commune pour construire une économie plus forte, une société plus équitable et un avenir plus durable pour tous nos citoyens. Madame la Présidente, comme l'écrivait Jean-Marie Leclésieux, le futur n'est jamais écrit d'avance. Nous devons agir dès maintenant pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Ce budget est précisément un acte de confiance dans l'avenir.
Il traduit notre volonté de bâtir une République plus innovante et plus solidaire, capable de transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour demain. Madame la Présidente, ce budget de réforme consolide notre économie sur des bases solides, discipline budgétaire, compétitivité, développement durable, efficacité et innovation. Il est pleinement aligné sur les objectifs stratégiques du gouvernement visant à renforcer la croissance économique, maîtriser la dette publique, contrôler l'inflation et améliorer durablement la productivité nationale et l'inclusion sociale. Ils mettent l'accent sur l'amélioration de la productivité à travers des indicateurs de performance clairs, sur l'innovation grâce à l'intelligence artificielle et sur des investissements stratégiques dans les infrastructures. Ainsi, nous construisons une économie robuste et tournée vers l'avenir. Ce budget, Madame la Présidente, accompagne également la transition numérique de notre économie. Les mesures destinées à favoriser l'AI et le développement de la zone économique spéciale du Côte d'Or démontrent la volonté de positionner Maurice comme une plateforme régionale de l'innovation et de la connaissance. Madame la Présidente, les infrastructures constituent un levier de développement. L'une des priorités de ce budget est l'amélioration des infrastructures. Nous accélérons la mise en œuvre des projets de drain pour renforcer la fiabilité du système de drainage, en particulier dans les zones vulnérables aux inondations. Des projets importants de drain sont prévus à Highlands, dans ma circonscription, dans la circonscription numéro 15 de la caverne Phoenix, et ainsi dans plusieurs régions de Vaqua Phoenix. Nous modernisons les réseaux routiers afin de soutenir la mobilité et la croissance économique et réduire les embouteillages. 300 millions de roupies ont été alloués au programme de réhabilitation des routes pour les collectivités locales. Nous développons des villes durables, capables de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes avec une planification urbaine durable et des infrastructures économes en énergie. Les lampadaires traditionnels existants seront remplacés par des modèles solaires sur une période de 5 ans, à raison de 30 200 nouvelles installations par an après une étude de faisabilité. Nous modernisons également notre système de transport public grâce à un programme intégré de réforme et de modernisation comprenant le développement d'une billetterie économique intégrée, l'encouragement à la mobilité électrique et le renforcement de la régulation du transport public. Ces mesures amélioreront la qualité de vie des citoyens tout en réduisant notre empreinte carbone. Madame la Présidente, ce budget est également un budget de justice sociale. Il renforce l'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et encourage la présence au poste de décision. Vous imaginez, pour les mairies, sur 10 maires et adjoints-maires, nous avons 7 femmes. Avec les élections villageoises qui ne vont pas tarder, je souhaite aussi voir dans les district councils plusieurs femmes à la tête ou comme députés chairman. Une société inclusive est une société plus forte, plus innovante et plus prospère. Nous voulons que chaque Mauricien ait les moyens de contribuer pleinement au développement national. Madame la Présidente, la culture et le sport sont des vecteurs de cohésion et de vitalité sociale. Pour nos artistes, un guichet unique simplifiera les démarches administratives et favorisera la créativité. Nos artistes représentent une richesse nationale et contribuent à l'identité mauricienne. Pour nos jeunes, nous mettons à disposition des installations sportives gratuites grâce au ministre du Sport. Nous développons des infrastructures modernes et renforçons les partenariats avec les écoles et les clubs sportifs. Ces mesures favorisent l'accès de tous aux activités physiques et encouragent un mode de vie sain pour une génération en bonne santé. La promotion du sport est un moyen de lutter contre les fléaux de la drogue. Le programme de l'Initiative nationale pour l'éducation civique contribue également à renforcer les valeurs citoyennes, la cohésion sociale et le patriotisme chez nos jeunes. Comme le rappelait Molière, nous sommes responsables non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. Ici, je pense, après plus de 10 ans, le ministre du Sport, en collaboration avec le ministre de l'Éducation, ils ont relancé les intercollèges. Après plus de 10 ans,
Donc, le leader de l'opposition parlait de feel bad. Comment il a dit ça? Factor. Comment il a dit ça? Factor. Feel bad factor. Mais allez voir sur les stades comment les gens, l'autre parle de bad baté, c'est là-bas qu'il y a bad batravan, bad bat maravan, les morphars et jeunes. Les jeunes ont eu la chance de revivre ce qu'on a vécu, nous, à l'époque. En 2002, j'étais à l'école, au collège, et là, on partait sur les stades à chanter, à supporter nos athlètes. Mais c'est après plus de 10 ans qu'on a eu ça, les intercollèges, les Jeux intervilles, l'AUA. Après plusieurs années, les Saint-Villes ont fait une compétition et c'était au stade de Rosil pour la finale du match du foot. Si je ne me trompe pas, sous la correction du ministre, il y avait plus de 1500 personnes dans les gradins à supporter les équipes. Nous avons eu la chance, ensemble avec le ministre, l'honorable Randy Tuchit, les Jeux de l'Ouest. Les stades étaient remplis. Jeux du Nord, pareil. Donc, nous mettons l'emphase, ce gouvernement met l'emphase sur les sports afin de combattre plusieurs fléaux. Investir dans notre jeunesse n'est donc pas un choix, mais un devoir, Madame la Présidente. Permettez-moi, Madame la Présidente, de dire quelques mots sur l'environnement et l'économie circulaire. La protection de l'environnement est au cœur de ce budget. La lutte contre le dépôt sauvage des déchets seront intensifiées grâce à un renforcement significatif des sanctions. Les amendes pour les infractions environnementales seront augmentées afin de responsabiliser chacun. Un budget de 150 millions d'euros est consacré au renforcement de la gestion des déchets, soutenant l'économie circulaire et la valorisation des ressources. Souvent, on parle de déchets, c'est pas uniquement au ministère des collectivités locales, mais aussi au ministère de l'Environnement avec qui on travaille. On travaille pour le tri de déchets qui sera mis en œuvre, accompagné de campagnes de sensibilisation afin de promouvoir la réduction de déchets et la responsabilité environnementale. Madame la Présidente, le ministère des collectivités locales, avec le dévouement du ministre des collectivités locales, l'honorable Randy Tuchit, poursuit des réformes profondes et ambitieuses pour créer des collectivités locales modernes, efficaces et centrées sur les citoyens. Nous avons un comité interministériel qui s'est réuni avec plusieurs ministres, plus de 6 ou 7 fois, et je suis très heureux d'être dans ce comité interministériel et d'avoir la chance d'apporter ce que j'ai vécu dans les villes. Et maintenant, nous allons vers la réforme des collectivités locales. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie de la population tout en renforçant la résilience de nos villes et villages face aux défis climatiques et économiques. Créer un environnement favorable aux affaires constitue une autre priorité de ce budget. La simplification des procédures administratives de délivrance de permis et de licences avec le principe du silent. Nous mettons l'accent aussi sur le renforcement de la transparence et du suivi des performances, la décentralisation de la prise de décision et la participation citoyenne, des bâtiments écologiques, l'efficacité énergétique et une planification urbaine durable. Ces réformes visent à bâtir des collectivités locales proactives, capables d'identifier les besoins et de répondre rapidement aux préoccupations quotidiennes de la population, de fournir des services de qualité. Cette approche renforcera la confiance entre les citoyens et les collectivités locales, tout en améliorant la qualité de la gouvernance locale. Madame la Présidente, il faut le dire, nous avons hérité d'une situation économique très difficile, marquée par une gestion catastrophique du précédent gouvernement, des années de mauvaise gestion, d'irresponsabilité budgétaire, de manque de vision stratégique. Notre responsabilité aujourd'hui est de réparer les dégâts, mais aussi de tracer une voie nouvelle, fondée sur la discipline, la résilience et la compétitivité pour réparer l'avenir. Ce gouvernement a aussi choisi la voie de la responsabilité, plutôt celle que de la facilité. Nous rétablissons la confiance des investisseurs, des entreprises et des ménages.
ce budget concilie croissance durable, cohésion sociale et stabilité. Madame la Présidente, je cite Guy de Maupassant pour conclure, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. Nous avons tiré les leçons du passé, nous regardons désormais résolument vers l'avenir. Ce budget est une vision claire et ambitieuse, faire de Maurice une économie moderne tournée vers l'avenir. Sa mise en œuvre réussira et permettra d'améliorer la qualité de vie de notre population. Le défi qui nous attend est immense. Nous avons simultanément assuré une croissance économique durable et inclusive, préserver la justice sociale, renforcer notre compétitivité, maintenir la discipline budgétaire et accroître notre résilience face aux chocs d'externe. Ce budget nous invite à faire preuve de courage, de discipline et d'innovation. J'en ai confiance en la capacité des Mauriciens à s'adapter, à innover et à se réinventer pour réussir cette transformation, parce que l'avenir dépend de ce que nous faisons maintenant. Madame la Présidente, ce budget est porteur d'espoir. La voie est tracée sur la direction de notre Premier ministre. Ensemble, construisons une nation plus forte, plus prospère et plus juste. C'est pourquoi j'apporte mon soutien total et sans réserve à ce budget. Je vous remercie. Thank you. We will break for half an hour. Half an hour? Yes?
Honorable Antil. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs ministres, Mesdames, Messieurs junior ministers et députés, depuis plusieurs semaines, une grande attente teintée d'une légitime appréhension entourait la présentation de ce deuxième budget national. De nombreuses inquiétudes s'étaient exprimées au sein de notre population, alimentées notamment par la crainte d'une éventuelle hausse de la TVA. Dans les couloirs de nos institutions comme de nos foyers, certains redoutaient que le coût de la vie ne devienne encore plus lourd à porter. Pourtant, depuis vendredi dernier, c'est un véritable sentiment de soulagement qui se fait sentir à travers l'île. Les mesures annoncées démontrent une volonté claire du gouvernement, celle de préserver l'équilibre indispensable entre la responsabilité budgétaire et la justice sociale. En choisissant de ne pas augmenter la TVA, en décidant de geler le means testing, en élargissant la liste des produits subventionnés et en stimulant la concurrence pour faire baisser les prix des denrées alimentaires et des médicaments, ce budget déploie des boucliers concrets pour protéger le pouvoir d'achat des Mauriciens. Ces décisions fortes reflètent la volonté de notre Premier ministre et ministre des Finances, l'honorable docteur Navin Ramgoolam, qui a su concilier impératifs économiques et justice sociale. C'était un exercice difficile, mais un équilibre juste a été trouvé. Monsieur le vice-président, nos adversaires aiment se présenter comme les grands défenseurs du peuple. Mais qui a donné l'État-providence aux Mauriciens? La santé gratuite, c'est le Parti travailliste, pas eux. L'éducation gratuite, c'est le Parti travailliste, pas eux. Le transport gratuit, c'est le Parti travailliste, pas eux. L'histoire ne s'écrit pas avec des slogans, mais elle s'écrit avec des actes. Permettez-moi de saluer quelques mesures phares qui dessinent l'avenir de notre pays. L'accès au logement, un soutien historique aux first-time buyers, avec l'exemption des droits d'enregistrement portés à 3 millions pour un premier terrain et à 6 millions pour une première maison ou un appartement. La santé publique, le Visiting Doctor Scheme, permettra à des médecins experts étrangers d'intervenir dans nos hôpitaux publics, améliorant l'accès aux soins spécialisés. La sécurité alimentaire, avec le programme 25 by 35 Food Security, Maurice vise à produire localement 25% de ses besoins alimentaires d'ici 2035 afin de renforcer son économie alimentaire. Monsieur le vice-président, je vais maintenant aborder le volet femmes et enfants. L'item 241. Breaches of protection orders will become a criminal offense. A new domestic abuse bill will strengthen protection orders. Depuis janvier 2026, 3 femmes ont perdu la vie à Maurice sous les coups de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint. Cet après-midi, je demande que leur nom résonne dans cette auguste assemblée, non pas comme des statistiques, mais comme des vies que nous avions le devoir de sauver. Sivani, 30 ans. Andriana, 26 ans. Bragina, alias Sneha, 23 ans. Ces femmes sont mortes.
Elles étaient nos mères, nos sœurs, nos filles, nos amis. Monsieur le vice-président, pour des milliers de femmes à Maurice, la peur fait partie du quotidien. Accélérer le pas dans une rue déserte, éviter un regard insistant, changer de trottoir, envoyer un message pour dire qu'on est bien rentré. Ces gestes sont des réflexes appris dès l'enfance par trop de femmes dans notre pays. Mais lorsque cette violence, monsieur le vice-président, franchit les portes de notre foyer, elle devient intolérable. Notre société ne peut ni l'accepter ni la banaliser. Monsieur le vice-président, sur la protection des femmes et des enfants, il ne peut y avoir de division ni de calcul politique. Lorsqu'une femme est battue, lorsqu'un enfant vit dans la terreur, il n'y a ni majorité ni opposition. Il n'y a qu'un seul devoir, protéger. J'ai pris note de la décision du gouvernement d'abroger la Protection from Domestic Violence Act de 1997 pour la remplacer par un cadre moderne axé sur la responsabilité des agresseurs. Je tiens à saluer les amendements proposés par notre ministre de la Justice, l'honorable Gavin Glover, visant à inscrire le féminicide et le viol conjugal comme infraction spécifique dans notre code pénal. C'est un signal fort, historique, d'une force historique pour le droit des femmes. L'item 238, Women's applying for loans will no longer need spousal consent. The appropriate law will be amended. Cette mesure, bien que tardive, marque un tournant majeur pour l'autonomie financière des femmes. Cependant, le changement doit aller plus loin. En lisant le National Strategy and Costed Action Plan for Women Entrepreneur Development in Mauritius, notamment son résumé exécutif, il apparaît évident que nous devons transformer radicalement le narratif autour de l'entrepreneuriat féminin. Cela exige un leadership fort au sein du National Women Entrepreneur Council. Trop souvent, les bonnes intentions s'arrêtent au stade des déclarations. Il est temps de donner un élan concret à l'entrepreneuriat féminin. L'item 236, I am providing 5 million rupees for a dedicated incubator for women under the SMEs scheme. Il s'agit d'une initiative innovante qui offrira aux femmes entrepreneurs un accompagnement et des opportunités supplémentaires pour développer leurs projets et contribuer davantage à notre économie. L'item 237, Madame la Deputy Prime Minister. Une loi sera adoptée pour garantir au moins 25% de représentation féminine dans les conseils d'administration des organismes parapublics. Cette mesure renforcera la voix des femmes et la prise en compte de leurs préoccupations, améliorant ainsi leur statut dans la société. L'item 235, to advance gender equality, we are extending the national gender policy across all sectors to ensure gender is fully integrated into decision-making. C'est une mesure importante et tout à fait justifiée qui vient consolider les recommandations sur la mise sur pied de 4 comités techniques, publics, privés, académiques et société civile.
Le véritable défi réside aujourd'hui dans sa mise en œuvre. Passons des intentions à l'action. Monsieur le vice-président, nous ne pouvons accepter qu'au XXIe siècle, des enfants placés résident dans des structures qui peinent à les protéger et à garantir leur sécurité. Pendant trop longtemps, nous avons financé des structures sans toujours mesurer leur impact réel sur la vie de ces mineurs. Lorsque ces dysfonctionnements persistent, malgré l'argent public investi, la réforme n'est plus une option, elle devient un impératif moral. L'item 244, to better protect vulnerable children. Point 4, I am providing 10 million rupees for the new shelters, specialized caregiver training and halfway home. J'accueille cette mesure favorablement. Monsieur le vice-président, mais regardons la vérité en face. Nous devons repenser en profondeur le modèle de gestion. Les dysfonctionnements observés au shelter Cap l'Espoir, qui a vu défiler quatre managers en 6 mois, illustrent l'urgence d'une refonte. Je n'entrerai pas dans les détails, les difficultés de ce centre étant déjà de notoriété publique, mais le constat est là. Je plaide, Monsieur le vice-président, je plaide pour des structures à taille humaine, plus petites et propices à un encadrement chaleureux et individualisé. Je propose également que la gestion de ces structures soit confiée à une agence indépendante afin d'éviter tout conflit d'intérêts institutionnels. Aujourd'hui, la même institution place les enfants. La même institution édicte les règles des shelters et la même institution assure leur inspection. Cette confusion de rôle doit cesser. Je propose également la fusion de nos entités éparpillées, revoir et moderniser le fonctionnement de nos institutions. La Child Development Unit, la Family Support Service et le National Children's Council, sous une seule et unique autorité pour plus d'efficacité et de clarté. C'est précisément toute la philosophie du National Adoption Bill qui modernisera notre système d'adoption en l'alignant sur la Convention de la Haye pour offrir à chaque enfant privé de famille un parcours sécurisé, rapide et humain vers un foyer stable. Permettez-moi, Monsieur le vice-président, d'évoquer le sujet préoccupant des grossesses précoces chez les adolescentes. J'ai posé une question parlementaire sur ce sujet. Aujourd'hui, j'ai les chiffres qui sont devant moi et ils sont alarmants. 135 cas ont été rapportés en 2025 au Family Support Service. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière ces chiffres, il y a de jeunes avenirs qui risquent d'être brisés. Je demande la mise sur pied d'un comité spécialisé sur la santé sexuelle et reproductive de ces jeunes filles. C'est essentiel. Notre devoir, Monsieur le vice-président, est d'assurer la santé de la jeune mère et de son enfant, tout en lui donnant les moyens de poursuivre sa scolarité et sa future carrière. Brisons la stigmatisation. Ces jeunes filles ne doivent en aucun cas être étiquetées comme des filles mères. Mais
au contraire, accompagner vers l'émancipation avec dignité et espoir. Monsieur le vice-président, je m'adresse maintenant aux habitants de la circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes, notre circonscription, le docteur Boulel, vous-même et moi. Je m'adresse à mes électeurs, la deuxième plus grande circonscription de Maurice après celle du ministre de l'Énergie, avec humilité. Je m'adresse, oui, non, la mienne est la deuxième, lui c'est la première. Non, Savane-Rivière-Noire, on a déjà retiré. Il faudra revoir les borders, les collègues. Le docteur Boulel et Veda peuvent témoigner que nous avons la deuxième plus grande circonscription de la République de Maurice en termes d'électeurs, bien évidemment. Bien évidemment. Ouais, oui, bien sûr. Alors donc, je m'adresse cet après-midi aux habitants de Belle-Rose-Quatre-Bornes avec humilité, mais avec une détermination absolue. Deux enjeux majeurs saturent le quotidien de nos habitants à Belle-Rose-Quatre-Bornes, la congestion routière et le système de drainage. Concernant le trafic, les heures de pointe sont devenues un calvaire quotidien de stress et de fatigue. La décision de l'ancien gouvernement MSM d'implanter le tracé du métro au niveau du sol plutôt que sur pilotis a lourdement hypothéqué notre réseau routier et cette situation est hélas irréversible. Cependant, nous ne baisserons pas les bras, nous, les députés de la circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes. J'ai relayé leur voix à maintes reprises dans cette auguste assemblée. Le Strategic Road Master Plan de la RDA prévoit des projets d'atténuation sur les axes critiques comme à Saint-Jean et à Trianon. Pour ce qui est des inondations, chaque forte pluie paralyse nos commerces et stresse nos familles. J'ai interpellé le ministre Ajaï Ganesh à ce sujet et il a confirmé que des drains d'absorption seront aménagés le long des routes Lal Bahadur Shastri et Boundary entre la rue La Paix et le carrefour de la Louise sur la route Candos-Vacquois, ainsi que sur la route de SSA, comme nous le disons nous, et aux abords du supermarché Winners. Nous veillerons, nous, les 3 députés de la circonscription, nous veillerons à ce que ces chantiers démarrent dans les meilleurs délais. De plus, j'ai envoyé une question au Premier ministre, l'honorable docteur Navin Ramgoola, concernant le déploiement des caméras de surveillance dans notre circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes. Mais malheureusement, le tirage au sort n'est pas en ma faveur, il n'est pas encore arrivé la question, mais je ne baisserai pas les bras. Monsieur le Premier ministre, je reviendrai. De belles réalisations se profilent à l'horizon à Belle-Rose-Quatre-Bornes pour l'année 2026-2027. La concrétisation du projet du bazar de Belle-Rose, l'extension du dispensaire de Palma. On a eu l'honneur d'accueillir le ministre de la Santé, l'honorable Adil Béchou, récemment dans notre circonscription. La construction d'une piste de skate pour notre jeunesse. Mini Soccer Pitch, bientôt à Résidence Père Laval. Outdoor Gym, bientôt à Résidence Beau Séjour. Asphaltage du chemin bassin. Nous avons déjà ça a été fait en partie, mais il y a une suite qui reste à faire. Construction de drains prévus cette année à Soba Lane, à Ollier. De nouveaux équipements dans les jardins d'enfants par la NDU dans les prochaines semaines. On parle de juillet 2026 à Résidence Saint-Jean, Résidence Candos et La Source. Près de 2 millions déjà débloqués par la LDA pour un projet de drain à l'avenue Ilang Azaleh à Sodna. Les travaux démarreront bientôt. Les projets avancent et les investissements continuent pour améliorer le quotidien des habitants. Mon message aux habitants de Belle-Rose-Quatre-Bornes,
Notre circonscription est vaste et les contraintes budgétaires nous imposent des étapes. Mais sachez, chers habitants de Belle-Rose-Quatre-Bornes, que les portes de l'honorable docteur Arvin Boulel, les portes de l'honorable Veda Balamoudi et les miennes vous restent grandes ouvertes. Vos préoccupations sont nos feuilles de route. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, ce budget fixe un cap clair et courageux. Protéger les plus vulnérables, soutenir la classe moyenne et bâtir l'avenir avec sérieux. C'est un budget d'équilibre, de responsabilité et de justice sociale. C'est donc avec conviction et dans l'intérêt supérieur du peuple mauricien que j'apporte tout mon soutien à ce budget. Je vous remercie. Honorable support. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise to support the budget presented last week because I strongly feel that it is a budget of vision, a budget of courage, and a budget that builds. And I thank the Honorable Prime Minister for coming up with this budget. And I rise above all for the sector I have the honor to serve, tertiary education, science and research. The sector that many believe holds the keys to one of the keys to the future of this nation. Mr. Deputy Speaker, sir, my speech will be in four parts. First, what we promised last year and what we have delivered. Because hearing members on the other side of this August Assembly, it feels that we have not done anything. I'll prove them wrong with the evidences. Second, what our institutions have been achieving on the ground, how the measures we have taken is translating on the ground. Third, what the current budget proposes. And fourth, what it all means for the citizen. And finally, for the constituents of my constituency 7, I thank Dr. Payag and Honorable Pentia for their support. Let me reassure this House that my speech will not be like the debt left by the previous government. It will not continue to rise. This, and especially without limit. Moreover, unlike the debt we inherited, it will come to a happy ending. 1 year ago, in this very House, this government made its commitment to the nation. Today, I return, not with excuses, but with results. Mr. Deputy Speaker, sir, Mauritius once gave the dodo. And let me tell you that there's a team currently trying to distinct the dodo because we would like to see them live again in front of us. Unfortunately, the dodo was a bird so relaxed, so comfortable, so certain that tomorrow would take care of itself. That's why it did absolutely nothing to protect itself. And we all remember how the story ended. Mr. Deputy Speaker, sir, the way the previous government governed this country reflects the dodo style of government. Listening to the leader of the opposition on vital issues like AI, especially in an era when all developed nations are investing billions and even trillions of dollars in AI, I sincerely feel that he's missing his dodo-style government. I strongly felt that he's standing among all the experts saying that, yes, we must invest in AI. And he's saying, I'll say it in the style that he likes, in the style of the Sholay film, Tera naam kya hai AI? It means, what is your name, AI? So, unfortunately for him, this government is serious. We listen, we plan, we act. We promised a National Research and Innovation Institute,
we delivered it. For too long, the research has been scattered. For too long, we have had departments, units conducting research in silos. The NRI is bringing convergence. It turns scattered effort into national strength. It anchors our national decisions in evidence, and it turns our researchers' ideas into industries, because research is no more a luxury. Mr. Deputy Speaker, sir, it is the answer to our hardest problems, the security of our water, the transition to clean energy, the early detection of the diabetes and heart disease that strike our families. During the last year's budget speech, we had promised artificial intelligence in our universities. We delivered it safely and responsibly. In January of this year, we launched an AI module for every student and every member of staff in our public institution. And we'll not stop here. We will extend it to our private institution and to the wider public. No Mauritian will be left behind in the age of AI. The leader of the opposition and members of the opposition chose to say half of the truth in their speeches. Yes, IMF warns 40% of jobs worldwide and 60% of jobs in advanced economies are now exposed to AI. Yes, the World Economic Forum tells us that AI will fade 92 million jobs by 2030. But they failed to say, and this is where they are not saying the truth to the population. They failed to say that the same report, the World Economic Forum report, tells us that AI will create 170 million jobs by 2030. So this government is preparing each and every one, is equipping each and every one, is empowering each and every one to use AI. That's why we have seen so much investment being made in AI. So let the message go out clear and simple. AI will not end work, it will transform it. And our duty is plain: to ready our people for that change through reskilling, through digital literacy, through lifelong learning. Mr. Deputy Speaker, sir, we will not let this wave wash over our people. We will reach to them and help them ride it. Moreover, whatever the leader of opposition may claim, we did not bring AI without rules. We brought it with guardrails. Our regulations on the use of AI in higher education are already in force after the approval of the cabinet. The leader of the opposition is selective in his speech and does not mention that on 27 February 2026, the cabinet approved the AI regulations for higher education. In fact, we are among the first nations in this region to govern AI legally in the higher education. That is not following the world. We promised reform in Higher Education Act during the last budget. We delivered. We have launched our micro-credential guidelines. We have completed 6 pilot projects together with employers and the private sector. Short, sharp, flexible courses designed hand in hand with the experts of the industry. Because this is how you close the gap between the skills we teach and the skills that the market needs. We've got to get the entrepreneurs, the employers to work together with the academics. We promised quality, we delivered. Last budget decided to move from program accreditation to institutional accreditation. I'm happy to say that the new process has been written
completed, launched, and members of staff have been trained. We signed mutual recognition agreements with UK, France, and India to pursue the internationalization process. Clearly, we are raising the bar. We promised to open Mauritius to the world. We delivered, and it is already working. In the current year, only in this year, 40 African students enrolled to read medicine at University of Mauritius. This happened after the fair in Zimbabwe and our engagement with the government of South Africa. And let the leader of the opposition hear the following. Had the previous government given this sector that attention it deserved, our higher education would already be contributing far more to our economy. They built no brand. We have built the Studied Mauritius brand that we promised last year. And let it be remembered, it is Sir Siusaga Ramgoolam who was the main driver behind setting up the University of Mauritius. And it was a Labour government in 2012 under the Prime Ministership of Dr. Naveen Ramgoolam that set up 2 new universities, namely Université de Mascarin and Open University. We believe in education. We always have, and we will continue. The leader of opposition does not see the need of the ministry because for years, his government, the previous government, kept this sector as an afterthought, a footnote, a minor fragment of a ministry. In a single year, we have transformed it. Promised, kept, made, and kept. Mr. Deputy Speaker, sir, we do not talk, we deliver. Mr. Deputy Speaker, sir, a ministry is only as strong as the institutions working under its aegis. And here, I take the opportunity to thank everyone wholeheartedly. And ours are delivering every single day. We used to have Research Week. In 2025, we decided to have National Research Week, and it continued this year. Why? Because we wanted researchers of one institution to know the researchers in the other institution. And in 2006 edition, we had the business sector coming and helping because we found that the bond between academia and industry was too weak. We had to strengthen it, and it couldn't happen unless we get the business world to the university. If I take the example of the Higher Education Commission, functioning under the aegis of my ministry, it delivered a national blueprint on micro-credential. We also organized the National Innovation Challenge, which drew for the first time over 250 participants. HEC also built the National Credit Value and Transfer System so that a learner can stack credit. What was happening previously? Students from one local university was not admitted in another university easily. Why? Because they were not speaking the same language. Today, last year, the budget introduced the National Credit Value and Transfer System. So what we said, you continue to use the credit system that you have, but you have to have a column showing the NCVTS so that there is mobility. Our students can find a place in a British university easily, but not here. So we changed that. HEC has also set national guidelines for the supervisors of doctoral programs. It is also working with Commonwealth of Learning. It launched a Frugal AI initiative, open source and locally hosted. Mr. Deputy Speaker, sir, we are not renting our future from others. We are building it ourselves together.
We are growing our own scholars. Today, 117 Mauritians are pursuing master's and doctoral programs on scholarships. This year alone, 4 more earned their PhDs. We are not importing our brilliance. We are growing it here at home. 13 new scholarships were given last year, and this year, 10 additional scholarships will be awarded. We also hosted the POMISA, Potential of Microcredentials in Southern Africa Conference. 12 nations were in Mauritius, as well as the ACQF, African Continental Qualifications Forum. Clearly, the whole of Africa is looking to the progress made here. SOAS from London will also start offering its courses now at University of Mauritius. Mr. Deputy Speaker, sir, Mauritius is attracting talent, is attracting students. Our free tertiary education scheme continues to keep its promise. 46,245 students already supported, 4.3 billion rupees disbursed. And this is not a slogan, it's a real chance placed in the hand of the Mauritian child. Mr. Deputy Speaker, sir, let me speak of the University of Mauritius. This year, it entered the Times Higher Education World rankings among several thousand universities. It ranks among the top 150 in the world for tourism and hospitality. This is a laudable achievement. 2 of its scientists stand among the top 2% of the researchers in the world. 1 of its professors sat on a United Nations panel on the oceans and the law of the sea. Mr. Deputy Speaker, sir, let me now talk about University of Technology, who brought AI and entrepreneurship to every student and won an International Green Flag Award. It secured funding from International European Union Erasmus under the Intra-Africa Mobility, Critical Ecosystem Partnership Fund, and as well as Erasmus Plus, among others. The University de Mascarin expanded into artificial intelligence and robotics and is turning students into entrepreneurs. PML now serves several thousand students across 7 campuses and produced 953 graduates this year in healthcare, ICT, engineering, and hospitality. Our Quality Assurance Authority deepened its partnership with QAA UK. Our Research and Innovation Council kept Mauritius the most innovative in sub-Saharan Africa, as evidenced by the rank in the GRI that we talked this morning. Let me say, we are 53rd in the world on the Global Innovation Index, 1st in Africa, and 6th among the developing nations. And our Institute of Biotechnology pushed research forward from advanced cancer therapy to the blue economy. These are not simply institutions, they are engines, and every one of them is running. Let me say a word for the Rajiv Gandhi Science Center. It carries science to the doorstep of every child in this republic. Science Quest, the National Mathematics Contest boost the interest of our students in science. Débat Climat, a climate debate watched by over 200,000 of our citizens, gives our students a platform to express themselves. National Science Week saw the participation of thousands of students in Mauritius and Rodrigues. Astronauts and engineers were at the Rajiv Gandhi Science Center to motivate and inspire our children. We are not waiting for the next generation of scientists. We are building it today. Mr. Deputy Speaker, sir, this government does not rest on what it has done. It builds on it. And let me begin with the figure that says it all.
In a time of fiscal consolidation, when every rupee is counted, this government has raised the combined education budget by 2.6 billion rupees. When money is tight, the government reveals its true priorities, and we have chosen to invest in the minds of our people. There is no greater investment a nation can make, and these are not empty words. 824 million rupees for infrastructure from pre-primary classroom to the university lecture hall. 930 million for the University of Mauritius. 560 million for the free tertiary education. A new chair in robotics and AI, a national research fund, and a central online library open to every learner in Mauritius and Rodrigues. This is a budget that does not merely dream, it also funds it. At the heart of it stands our national strategy for higher education, science and research, 2025 to 2035. This budget turns that strategy into action. We will welcome world-class universities with full university status from day one. We will open a single Study in Mauritius portal, one door for every student, local and international. We will let our foreign students work up to 30 hours a week. Previously, it used to be 20 hours. This is a major decision. It will play a pivotal role in attracting international students. We will keep our foreign graduates here with post-study work visas so that their talent builds Mauritius' economy. Many countries like Singapore are already doing it. We will take Mauritius to the world with the education fairs in targeted countries so that to tell the world that Mauritius is also a destination for tertiary education and research. And we will launch an online student visa so as to ensure that this process does not become a hurdle. We will streamline the processes while maintaining the rigor that is required. We are not waiting for the world to come to us, we are going to meet them. Mr. Deputy Speaker, sir, this is not only an education strategy, it is an economic strategy. Every international student who studies here, spends here, and carries the name of Mauritius home. We want knowledge to become one of our most valuable exports, and we intend to lead the market in the region. Investir dans le savoir, c'est investir dans la souveraineté de demain. We are investing in research, and as never before, an innovation scholarship up to 500,000 rupees for 10 young researchers to turn their ideas into companies. We will also include students from Rodrigues, as has been requested by our colleagues from Rodrigues. An international center for ocean studies and ocean technology incubator are being set up at the University of Mauritius. In fact, after the announcement made by the Honorable Prime Minister, we have already started working on it. We've got all the stakeholders from all the ministries and the private sector to start working on it. A new center of excellence to fight the diabetes, the obesity, the heart disease, and burden that burdens too many Mauritian families is also being set up at the University of Mauritius under the leadership of Professor Frugal, who is one of the researchers who publishes the most. He already has a biobank of markers that can lead to diabetes. And we want him to come and carry out the research so that he increases the markers for diabetes. We want to prevent them. We cannot continue with over 900 amputations. Honorable Bechi is doing a fantastic job, but we would like to prevent that.
So through research, through DNA sequencing, identify at an early stage. And we are training the healers. We need specialists in emergency medicine, anesthesia, radiology, and over 150 specialized nurses that we will help the Ministry of Health to train. Mr. Deputy Speaker, sir, my ministry aims to use research to reduce the chance of catching diseases. Every amputation that is prevented means a life is saved, a family spared, a nation made healthier. AI sits at the center of it all. This government has decided to train 50,000 Mauritians in practical AI skills in a single year. 50,000. I agree that AI without integrity is a danger. That's why we will govern AI with a national governance framework for higher education, shaped by the very best in the world. UNESCO, the Commonwealth of Learning, and the University of Oxford, alongside with vice chancellors, are working on that. A framework to guarantee that AI serves learning with integrity, with transparency, with fairness, and with the protection of every student's data. While others fear the future, we are training our people to lead it responsibly. Mr. Deputy Speaker, sir, we are giving this ambition the force of law. The budget sets the direction by amending the Higher Education Act to recognize foundation courses, to register every micro-credential provider so that no Mauritian is oversold a worthless certificate, and to protect every enrolled student. This budget has made provision to recognize micro-credentials within our national qualifications framework, whether earned here at home or from a reputable provider anywhere in the world. Opposition was talking about waste. Let me remind them that the previous government set the ITET when MITD was here. This budget is proposing to merge 3 training bodies into one, ending wasteful duplication. We would like to see more patents generated from Mauritius. I'm happy to say that the budget is proposing a digital patent system so that a Mauritian idea becomes a Mauritian asset. This budget proposes to launch a She Invents program because the genius of our women from Mauritius and Rodrigues belongs in our laboratories. And we will honor our vocational students with 2 new scholarships because the technician matter as much as the lawyer and the doctor. And we are matching skills to the jobs as never before. This will be achieved through a new technical education applied pathway in our schools. Practical, hands-on, dignified. Last year, we have set up a committee chaired jointly by Business Mauritius and my ministry to review the curriculum and reduce the mismatch between the demand and supply of labor. We'll continue to consolidate this platform to bring employers and trainers to the same table, and a diaspora strategy to bring our brightest talent home. To my knowledge, it is the first time that the Brain Gain Initiative is included in the law, and this government has done it in the NRII Act. We are not training our young people for the dole queue. We are training them for the jobs of today and the jobs of tomorrow. You have 2 minutes to go. So, Mr. Deputy Speaker, sir, behind every figure in this budget stands a human being. Remember where we started, an economy in distress, inflation that peaked 11.3%, crushing every household in this land. Now, look at the record, inflation
7%, unemployment 6 to 5.7%, financial services growing at 5%. This is not luck. This is leadership, the leadership of our Prime Minister, the Honorable Dr. Navin Ramgoolam. And I thank him from this House for crafting this budget. The contrast could not be sharper. We were handed cracked foundations and huge debts in a single year. We studied the economy, protected the vulnerable, and invested in the young. Some came to this House to defend the past. We are here to build the future. This government has not forgotten those who are forgotten. Let me speak of the housewife, especially the ladies I meet in my constituency who were waiting for their pension at the age of 60. And here it is, the government announces that yes, they didn't have a revenue. They were contributing to the family, right? To uplift their children. They were helping everyone in the family. But they didn't have any revenue. Today they will have. So this budget is working towards restoring that age of pension, the pension age. So let me go quickly to what is happening in my constituency. You better conclude now because yes, I conclude that. For my own constituency, this budget delivers projects, for example, to be completed by 2030 at Plaine des Roches, our wind farm grows by 15 megawatt. At La Nicolière, water treatment plant upgraded to 100,000 cubic meters. At L'Espérance Trébuchet, 400 new affordable homes. At Bellevue-Morel et Modern, switchgear. At Coquimbourg, land stabilization work, which should have been completed at least a few years ago. M4 motorway, Mediclinic at Rivière-du-Rempart, new wastewater treatment at Rivière-du-Rempart, football ground at L'Amitié, and drains work at La Maurie, Plaine des Papas, Bellevue-Morel, and so on. Mr. Deputy Speaker, sir, l'avenir ne s'attend pas, il se construit. Et à Maurice, nous le construisons dès aujourd'hui ensemble. The future is not awaited, it is built. And in Mauritius, we are building it today. I fully support this budget without reservation, without hesitation to this House. And I give it my firm and wholehearted support. Thank you. Thank you. Honorable Yugovin. Monsieur le vice-président, commençons par une note de musique. Sport pour les corps, la musique pour l'esprit, l'éducation pour Pamo Couillon. Ces paroles poignantes du chanteur Éric Priton, c'est le cri de cœur de la jeunesse mauricienne d'aujourd'hui, souvent oubliée dans les débats. Ce budget illustre parfaitement cet équilibre que nos jeunes recherchent dans l'art, le sport et l'éducation. Monsieur le vice-président, je vais commencer par mon ministère. Lorsqu'on parle des artistes, je ne peux pas m'empêcher de parler de mon ami, mon frère, Rasnati Baby, qui m'avait dit sur son lit d'hôpital, ma sista, après l'appel Premier ministre, Zodi Bongen l'espoir qu'il y pouvait faire quelque chose pour ban artiste. Et aujourd'hui, je remercie le Premier ministre pour sa considération envers nos artistes. Monsieur le vice-président, parlons de nos jeunes, de ceux qui créent l'emploi dans l'événementiel. Mon ministère a pris la responsabilité du One-Stop Shop, mais il faut que tous les stakeholders s'y mettent pour l'implémentation. Un seul guichet, un délai clair de 15 jours, et cela va éviter beaucoup de corruption comme c'était dans le passé. Il y avait un clan mafieux qui bloquait les permis la veille des événements et ensuite le délivrait le lendemain.
Ils bossaient tellement dur, très très dur, Monsieur le Président. Les PMI étaient même délivrés les samedis matins avant l'événement. Je vous laisse deviner pourquoi et comment. Fini des 100 000 roupies en bas la table. Des autorisations qui tombent à temps et sans corruption. Monsieur le vice-président, parlons du long terme maintenant. Création d'un artistic and cultural hub, cela va prendre son temps et nous le savons tous. Mais en attendant, il faut ouvrir les places disponibles pour l'événementiel qui coûte extrêmement cher. Allons des 500 000 à 1,2 million et même plus pour un concert outdoor. Les concerts indoor surtout pour l'hiver ont aussi des problèmes. Je prends pour l'exemple DNG Auditorium où la municipalité refuse le permis pour un problème de parking. Il y a des solutions. Si les parkings causent problème, demandez à diminuer la capacité sans bloquer l'événementiel et les artistes. Je fais confiance à la municipalité car l'art et la culture ne concernent pas que mon ministère, mais tous les Mauriciens. C'est notre identité, notre économie et notre jeunesse. Et pendant qu'on parle des cadres et de respect pour la jeunesse mauricienne, pourquoi empêcher la vente de la bière dans les concerts, Monsieur le Président, le Vice-président? Pourtant, c'est légal, vendu dans tous les coins du pays. Mais dans un concert, non. Et pourquoi cette hypocrisie? Autoriser la vente égale profit pour l'événementiel, coût du ticket d'entrée moins cher, diminuer la consommation de la drogue dans nos concerts. Il faut encadrer par la carte d'identité, gobelet consigné, pas de bouteilles en verre pour éviter qu'ils consomment n'importe quoi avant d'entrer sans contrôle. Il faut arrêter de traiter nos jeunes comme des enfants. Il faut juste les encadrer. Monsieur le vice-président, j'ai écouté attentivement le discours du leader de l'opposition. Pas un mot sur le sort de nos artistes, parce qu'il sait très bien que le MSM a tué l'art et la culture en bloquant les PMI contre des bribes, pendant que certains députés d'alors faisaient des concerts illégaux sans être inquiétés par les autorités. Arrêter la vente d'alcool durant les concerts pour ouvrir la porte au blanchiment d'argent et vente de drogue pendant les concerts. Aujourd'hui, notre gouvernement est en train de redonner sa lettre de noblesse à l'art et la culture. Monsieur le vice-président, l'Eco-Integrated Village, plus 120 millions pour le monde landscape, cela va de pair. J'ai toujours déploré la situation des habitants du monde. Mais on ne peut pas vendre le monde au monde entier comme un symbole de liberté et laisser ceux qui y vivent sans considération. C'est pas normal. Avec plus de 3000 visiteurs par mois, il faut donner plus d'opportunités et faciliter aux habitants de se lancer dans le domaine touristique. Monsieur le vice-président, un petit mot sur le Responsible AI. Il faut impérativement venir avec une loi pour protéger l'authenticité des œuvres de nos artistes. Protéger l'authenticité, c'est protéger l'identité de Maurice. Monsieur le vice-président, notre aéroport, c'est la vitrine de notre pays. Première image, premier contact. Il faut un espace culturel digitalisé avec un QR code pour rendre nos patrimoines, nos événements culturels et artistiques plus accessibles aux touristes. Notre culture doit les accueillir avant même que le douanier tamponne les passeports. Cela boostera le tourisme culturel. Monsieur le vice-président, parlons d'un sujet qui concerne la femme, la composante majoritaire de notre société. Combien de nourrissons avons-nous perdus dans les garderies pendant que leurs mamans sont obligées de se rendre au travail? Il faut le rappeler que le rallongement des congés maternité et menstrual leaves faisait partie de notre manifeste électoral plébiscité par la population.
Mais ces mesures ne doivent en aucune façon être utilisées pour exclure la femme du monde du travail. Nous serons intransigeants. Monsieur le vice-président, je salue les mesures fortes annoncées dans ce budget pour renforcer la loi et l'ordre dans notre pays. Soyons lucides. Le gouvernement peut durcir la loi. Il peut renforcer les sanctions. Il peut investir davantage dans les forces de l'ordre. Cependant, les jeunes qui tombent dans la criminalité sont nos enfants. Ils grandissent dans nos familles. Ils fréquentent nos écoles. Ils vivent dans nos quartiers. La sécurité ne peut se reposer uniquement sur la répression. Une loi seule ne suffit pas. Sans éducation, sans valeur, sans responsabilité parentale, sans accompagnement de notre jeunesse, la loi reste du papier. Notre combat contre la criminalité doit être collectif. C'est ainsi que nous construirons une société plus sûre, plus responsable et plus solidaire. C'est pourquoi je me réjouis que ce budget adopte une approche globale, fondée sur la prévention et l'application de la loi et de la réhabilitation. Monsieur le vice-président, le logement, le transport, l'éducation, la formation, l'encadrement de notre jeunesse, c'est la clé. Comme dit le grand chanteur Black Ayo, c'est la clé pour Tcheban Timan dans sa base là. Pas un sac de rations sous les caméras, pas de photos sur Facebook, pas un repas offert une fois l'an. Aujourd'hui, les plus vulnérables sont devenus des outils marketing politique. Ils méritent mieux, ils méritent des opportunités, pas de la pitié. Et qu'on n'en vienne surtout pas me donner des leçons sur la pauvreté. J'ai connu une misère noire. Je n'ai pas honte pour dire que je suis née dans une toilette le jour de l'Assomption et je suis aujourd'hui élevée au Parlement par la circonscription numéro 14 que je dis merci et nommée junior ministère par le Premier ministre. Laissez-moi citer Monsieur le vice-président George Herbert, « Where there is a will, there is a way ». Barack Obama, « Yes, we can ». Mais pour réussir, chaque enfant, chaque jeune doivent avoir accès aux mêmes chances, à la même formation, au même respect. L'augmentation du seuil au SRM permettra davantage de familles de bénéficier d'un soutien financier adapté à la réalité du coût de la vie. Ce budget investit aussi dans le logement social afin que davantage de familles puissent vivre dans la sécurité et dans la dignité. C'est ça, la véritable justice sociale. Monsieur le vice-président, on parle du respect envers nos aînés. Ce n'est pas seulement leur assurer des revenus, c'est en leur permettre de vivre dans la sécurité, le respect et la sérénité. C'est triste, la réalité d'aujourd'hui. Ils sont maltraités, volés, tués par nul d'autre que nos jeunes, souvent leur propre sang, enfants ou petits-enfants à cause de la drogue. C'est pourquoi investir dans la jeunesse, c'est apporter une tranquillité d'esprit aux parents et aux grands-parents. Monsieur le vice-président, on va passer au sujet qui concerne surtout nos jeunes. Aujourd'hui, la grande menace, ce n'est pas le cannabis, mais le synthétique qui détruit des vies. Je salue la décision du gouvernement d'engager une consultation nationale sur la question du cannabis avant de présenter ses propositions. Pour ma part, je suis pour la dépénalisation ou la décriminalisation du cannabis dans un cadre strict et responsable. Non pas pour encourager la consommation, mais pour mieux concentrer nos efforts sur la lutte contre les drogues dangereuses, les plus dangereuses qui font aujourd'hui des ravages dans notre pays. On va parler, Monsieur le vice-président du sport. Je tiens à féliciter le ministre de la Jeunesse et du Sport ainsi que son ministère pour l'initiative du projet « À nous transforme, nous l'endroit » et le retour des Jeux intercollèges incluant les intercollèges de la musique et de la danse.
Cela offre aux jeunes le véritable plateforme d'expression et de la valorisation de leurs talents, tout en contribuant à leur développement personnel et social. On revient sur l'éducation inclusive. Monsieur le vice-président, dont propose ce budget est important pour placer nos jeunes sur le marché du travail grâce à la création de 3 nouveaux centres MITD multisecteurs. 10 millions pour anti-bullying, le bullying qui tue nos jeunes au petit feu et qui finit souvent par des suicides. Laisse-moi remercier tout d'abord sincèrement le ministre des Arts et de la Culture, honorable Maïngondia, pour la confiance qu'il m'a accordée pendant ma nomination en tant que junior ministre. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers le Premier ministre pour son écoute et l'attention qu'il porte aux préoccupations exprimées par les différents secteurs de la société mauricienne. Enfin, j'adresse un mot particulier à nos artistes, nos créateurs, nos opérateurs culturels, nos artisans et tous les acteurs du monde culturel. Pour conclure, Monsieur le Vice-président, si je n'avais que serait-ce une doute dans la sincérité du Premier ministre pour redresser le pays et redonner la dignité aux Mauriciens dont on a tout volé et qui vivaient dans l'oppression, la manipulation, la peur, j'aurais démissionné, Monsieur le Vice-président. Non pas du gouvernement pour m'asseoir dans l'opposition, pour battre comme certains, ou pour battre des ailes comme d'autres en attendant une branche pour se peser, comme ce fut dans le passé pour le fauteuil du loudspeaker. Mais je démissionnerai en tant que député de la circonscription numéro 14 parce qu'ils m'ont voté pour être au gouvernement et pour changer les choses. Je ne suis pas de celles qui abandonnent les navires pendant les mauvais temps. Je suis là, je reste jusqu'à la fin contre vent et marée. Les critiques, les reproches, je l'assume et je sors grandi. Je recommande le bill de ce bill à cette auguste assemblée. Merci, Monsieur le Vice-président. Honorable Mohammed. Mr. Deputy Speaker, sir, I rise today to extend my congratulations to the Honorable Prime Minister and Minister of Finance for his clear vision and the democratic approach set out in the 2026-2027 national budget, despite the exceptionally difficult geopolitical and economic situations unfolding in the Middle East. The repercussions of these international events have inevitably vibrated across the global economy, yet our country has shown resilience during the past month, and several sectors of the economy have fared reasonably well. To borrow the precise words of the Prime Minister from paragraph 8 of his address, the facts speak for themselves. The reconstruction of our nation is firmly on track. End of quotation. I wish to commend the Honourable Prime Minister for the courageous and decisive action he took yesterday regarding pension reforms. Looking at the ministers present in his office during those crucial deliberations, I could personally see a very attentive Prime Minister who, after listening intently to the voices of the people as conveyed through us, took the bold decision he announced yesterday morning, a decision that left even the leader of the opposition visibly taken aback. On a more personal note, I am immensely glad that the Honourable Prime Minister announced during his budget speech that the Maurice Îles du Rap project, which he rightly noted as widely acclaimed internationally back then, will be revived as part of our comprehensive green transition strategy. I spent 6 highly rewarding years working directly on this mega project at the Prime Minister's office under the supervision of the Prime Minister back then. I remain deeply proud that after 12 years ago, during my first budget speech ever in the National Assembly on 7 April 2015, I tabled a copy of the excellent progress report we had achieved by October 2014. That document will remain preserved in Hansard. I have recently shared a copy
thereof with my colleague, the Honorable Jyoti Chitan, in the context that she's preparing in the national consultation for the preparation of Vision 50, a similar process we had followed back then for Îles du Rap. Mr. Deputy Speaker, sir, the domain of land transport epitomizes the very essence of sustainable development. It fundamentally bridges the three crucial pillars of economic, social, and environmental escapes, particularly when one considers that land transport alone is responsible for some 31.6% of our greenhouse gas emissions. It is precisely for this reason that sustainable development has always served as the unshakable guiding principle across every department falling under the jurisdiction of my ministry, whether it is the NTC, Metro Express Limited, TRMSU, or the NLTA. Deputy Speaker, sir, my main duty today is to apprise Parliament and the population at large of the significant progress my ministry has achieved on the measures announced during last year's budgetary exercise and on how we intend to proceed with the new initiatives announced last Friday for the benefit of our citizens. Yesterday, during his intervention, the Honourable Leader of the Opposition stated, public results must now be shown. Let me remind the House that when this government took office, we inherited a domestic vehicle fleet that has grown exponentially by more than 63% from January 2015 to the present date, bringing with it rising traffic congestion, escalating pollution levels, an increasing number of road accidents, and a worrying surge of road rage incidents. The Honourable Leader of Opposition evoked these precise issues yesterday without acknowledging that the low tax regime for vehicles practiced by his very own previous government significantly contributed to this crisis. Faced with these realities, we have no choice than to roll up our sleeves and take the challenges of enhancing national mobility, which is the lifeblood of our economy, while also reducing our carbon footprint to secure a sustainable future. Let me begin by detailing the progress we have achieved regarding, first of all, the Metro Express Limited. As at June 2025, when compared to June 2024, the company has reduced its total operational expenses by 10.4%. This has been achieved through a series of rigorous and disciplined cost-cutting measures, including the closing down of underutilized administrative offices that were incurring exceptionally high rental costs. MEL, for short, Metro Express, in short for Metro Express, is often criticized as being a heavy loss maker, but there is no magical quick fix. The structural solution is simply to increase revenue while aggressively managing and reducing expenses. Following the statement I made in this House on the advertising revenue, for example, following question by the Honourable Oaktil, across MEL properties has increased threefold. So we got quite a bit of money there, which was not being claimed before. I don't know why. Furthermore, we have aggressively tackled the systemic problems of fare evasion, despite the fact that vulnerabilities in the physical design of the light rail system inherited from the former regime make it an ongoing operational weak point. It is a tram, actually, which is open. Public walk in and out quite easily, and they decide whether they want to pay when they arrive at the bus, at the doorstep of the train, unlike systems in other countries. Now, I personally request, furthermore, in the tandem with these enforcement measures, I personally requested that idle trams be actively put in operation during peak commuting hours. Previously, an excessive 30% of the entire fleet was being held back for maintenance purposes at all times, even during peak hours, whereas the accepted international norm provides that only 10% of a fleet should be withheld for routine maintenance. So for nothing, trains were being kept idle.
This operational tightening does not mean that we have entirely eliminated the deficit. Far from it. Unlike a commercial bus company that utilizes public infrastructure, meaning roads and bus stops, which are maintained entirely by government, the light rail runs on specialized railway tracks and uses light rail stations that it has to construct and maintain itself at high cost. So the economics are not the same. Deputy Speaker, sir, the Honorable Manoj Siban has submitted a highly pertinent question regarding whether the light rail system network could eventually be extended to the Sir Siu Sagar Ramgoolam International Airport and into the southern region of the island. It was meant for today, actually, right? This is a highly logical point because in the vast majority of developed nations, light rail networks connect directly with international airports to facilitate seamless travel. However, the previous regime, the previous government completely failed to prioritize extending the central line from Port Louis to Clear Peak to airport, despite the ex-railway tracks spanning from Cupik to Mayberg and the southern region was available for such development to occur. Instead, they chose to focus their priorities on extending the project from Réduit to Côte d'Or via Saint-Pierre, a decision made for obvious political reason, the former Prime Minister's constituency. I had expressed the strongest possible reservation regarding that particular extension, both in this House and publicly. As reported online in l'Express of 17 August 2025, I quote, 13,5 milliards pour 10,5 kilomètres de voies ferrées entre Réduit et Côte d'Or est un suicide financier. It is available online. I stated very clearly that this project will be a financial suicide. Ultimately, the Exim Bank of India withdrew from the project on account of its disagreement on the procurement process. Thus, that ill-advised project was abandoned, a turn of events that have proven my initial assessment entirely correct in the Abasa. Even the first leg of that extension, that is line 2, between Rose Hill and Réduit, constructed at very high cost, has proven to be heavily loss-making to the extent that I was forced to seek the agreement of government to entirely suspend light rail services along that specific line on Sundays and public holidays. I went twice to Cabinet for such decision. In our quest to capture more passengers and optimize routes, we are now testing a direct pilot project between QPIP and Réduit, starting in September 2026, which will bypass the Rose Hill station entirely, and I have high hopes that this strategy will succeed by bringing more passengers. Deputy Speaker, sir, another milestone achieved by my ministry is the successful reintroduction of the penalty point system. Announced originally in paragraph 197 of last year's budget speech to be fully operational by January 2026, my ministry successfully met this objective when the updated version of the penalty point system became operational on Saturday, 31st of January 2026, exactly on target. Instead of requiring citizens to queue up at a physical driving license counterpart desk, the entire system has been modernized and fully digitalized through our national super app, Correct, which has vastly enhanced public acceptability and ease of use. As a further innovation, I will now submit quarterly reports to government to dynamically adjust legislative provision where emerging data warrants intervention. It is in this vein that as of 10 June 2026, the offense of using a handheld mobile phone while driving will now cost a driver 5 to 10 points on their license, up significantly from the previous range of 3 to 6 points.
The recent public uproar regarding the use of Bluetooth and health communication stems from an outdated 2010 regulation enacted 16 years ago, I mean before even I had joined politics, which the NLTA had regrettably omitted to amend over time. I must say that I gave a serious piece of my mind to the officer in charge of the NLTA regarding this serious shortcoming. If members of the public feel that we are overly strict on the issue of mobile phone usage behind the wheel, let me point out that over 500 driving licenses have been recently revoked in Western France for drivers caught using mobile phones while driving a vehicle. If you feel that we are overly strict in Western France, it is certainly food for thought for anyone questioning our commitment to road safety. On that note, I am pleased to mention that for the second consecutive year since I became minister, there has been absolutely no casualties on our roads during major religious pilgrimages. A stark and welcome contrast to the 2 years preceding the general elections. This success is directly attributed to the strict regulations relating to the conveyance of oversized structures on public roads, especially on the road traffic control of structures and objects during procession, regulations which are promulgated on 20th January 2025 and which were formally gazetted on 22nd January 2025, shortly after my appointment as minister. This framework has successfully regulated the transport of canwas, gund and rado, and similar structures, ensuring safety for our pilgrims and motorists alike. Deputy Speaker, sir, the online payment of road tax through the enhanced MVL online is today a concrete reality. The system enables citizens to pay and renew their road tax online for both private and licensed commercial vehicles, completely eliminating the need to queue at physical counters. This online facility will soon be extended to taxi operators. I must here express my gratitude to my colleague, the Honorable Minister of ICT, for his unwavering technical support on this one. Furthermore, I am pleased to inform that a long outstanding project, which has been the subject of several red flags by the National Audit Office for many years, will finally be materialized pursuant to the award of a contract for the revamping of the NLTA system, thereby enabling the digitalization of the NLTA services. It was long. For subsequent years, it was in the National Audit Office report. Now it's going to become a reality. To ease communication with its members, the Taxi Operators Welfare Fund has developed and presented its website to the main taxi unions. Similarly, the online purchase of personalized registration marks has become a popular and successful reality. As I noted during my budget speech last year and during a subsequent PNQ address to me, we have unlocked entirely new registration mark series, specifically combinations ranging from A to Z, that is 2005 to 9999, AA to FM, 2005-1 to 999, and FN to ZZ, 1001 to 999, were fully extended online as of 17 November 2025. This single initiative has generated a substantial income of 55 million rupees for the state. Mr. Deputy Speaker, sir, you must be surely aware of the ongoing public outcry with regard to the budget measure pertaining to the payment of an annual fee by individuals who have opted for either an all or personalized registration mark. Post on social media has unjustly and vociferously targeted me and the government, despite that my position, after consultation with the Honorable Prime Minister and Minister of Finance, has remained unchanged from the one I took last year, to the effect that this measure can only be applied prospectively, that is, to new numbers.
I maintain it, that is to new numbers. Indeed, I have to acknowledge the professionalism demonstrated by the press on this issue amidst the current uproar, which patiently waited for my intervention. Unlike on social media, it was quite vociferous. You must have all noticed. Mr. Deputy Speaker, sir, still in regard to the digitalization, sorry, I have a sore throat. Indeed, I have to, Mr. Deputy Speaker, sir, still in regard to digital transformation, let me move to the introduction of the fleet management system, which was announced last year during budget exercise. My ministry has almost completed the extensive procurement exercise for this technology, and we have high hopes that it will be fully operational by next year. A formal letter of notification has already been issued to the selected bidder. However, a formal challenge has unfortunately been lodged with the independent review panel by an unsuccessful bidder, which is the legitimate right of any bidder. I, however, remain entirely confident that we will forge ahead with the introduction of the system, which will bring monumental improvements to the bus services levels in terms of bus frequency and passenger information for our 450,000, almost 500,000, daily public commuters. While GPS technology is available since decades in many countries, it is only now that Mauritius will finally introduce this technology in its entire bus fleet, thanks to the budget provided to us last year. I have to turn to the much-awaited cashless ticketing system on which my ministry is relentlessly working. The terms of reference for the consultancy services have been finalized, and the launching of the bidding exercise is now imminent. With the implementation of this project, our citizens will be able to travel seamlessly across different modes of the public transport. I have always maintained that information and data are the commodities of kings. Given time, the adoption of the cashless ticketing will provide crucial real-time data, allowing for far more efficient public fund disbursement and data-driven policy decision. Regarding the wider bus network, Mr. Deputy Speaker, sir, the budget highlights an ambitious rejuvenation of our national fleet of buses, le rajeunissement de la flotte de bus. Following a landmark report submitted by my ministry's Road Advisory Board. This plan outlines a gradual 5-year reduction of the minimum bus age from the current 21 years, which can be quite old for some buses on certain routes, down to 16 years. Alongside that structural report, the board proposed a comprehensive review of the financial assistance quantum provided to route-serving bus operators and made appropriate recommendations to ease this transition. Financial support of 700,000 rupees for a traditional high-floor bus, 1 million rupees for a modern semi-low-floor bus, and a substantial 3.5 million rupees for a fully electric bus will apply under an accompanying budgetary allocation. This allocation has been increased from 100 million rupees to 150 million rupees this year, for which I would like to thank the Honorable Prime Minister and Minister of Finance. Our public transport system is undergoing a massive re-engineering process. We must now completely do away with leaking, heavy smoke-emitting buses on our roads. To this end, the officer in charge of the NLTA has been instructed to enhance and tighten supervision across all authorized vehicle examination stations in respect of all vehicles. Turning our attention to corporate governance, the previous management and board of the NTC fundamentally failed to fulfill their statutory obligations regarding the timely preparation and submission of the corporation's account. Astonishingly, no final accounts were filed for nearly 10 years prior to 2025. The House can surely guess the motives behind the prolonged administrative silence, which was made deliberately to hide disturbing financial facts and operational figures regarding the
true state of the corporation and all the hanky-panky as well, of course. The new management and board set up under this government have successfully restored trust in the corporation and strengthened its financial governance. They have demonstrated a rock-solid commitment towards the basic fiduciary principles of accountability and transparency, ensuring the rapid completion of all outstanding financial statements. These accounts are now being audited gradually by the National Audit Office, with the final accounts for the financial year ending 30th of June 2018, which was supposed to be done by the former government, set to be finalized this month. Demonstrating its newfound efficiency, the corporation even submitted its account for the recent 2024-25 financial year to the National Audit Office, well within the strict statutory deadline, reaffirming robust good governance practices. On the NTC bus fleet modernization, Deputy Speaker, sir, I must highlight that 1/4 of its fleet is now totally new and completely electrified, thanks to the generous vehicle donation from our international partners, that means the government of India and the government of China, who provided 105 electric buses respectively. All are on the roads now. I've been consistent to the effect that electric vehicles that run only on grid can be more polluting. To this end, I have to thank the Honourable Prime Minister and Minister of Finance for considering my request for the allocation of funds for both the NTC and Metro Express Limited to diversify their energy mix through electricity produced by photovoltaic panels. Some 325 million rupees over 3 years and 298 million rupees over 3 years, respectively, for these two companies has been provided for in the budget. A framework for solar power charging stations will also be developed for buses under the Global Environment Facility to encourage the adoption of electric mobility. Furthermore, NTC has been allocated 100 billion rupees to pursue its bus fleet renewal program. Deputy Speaker, sir, all robust economic activities must rely on a phased plan for their development in a coherent, macro-level manner. To this end, my ministry has successfully worked out the detailed terms of reference for a consultancy to prepare a comprehensive land transport master plan, which is in our government program. And the tender will be launched this month itself. Provision of 35 million rupees has been made in the budget over the next 2 financial years. However, the most significant long-term legacy that my officers and I would have left during our passage at the Ministry of Land Transport is found explicitly, Deputy Speaker, sir, at item 63 in the annex of the budget. This provision caters for the Road Traffic Act to be amended to give the TRMSU, Traffic Management and Road Safety Unit, legal status, at long last, as the national lead agency responsible for effective management and road safety. The TRMSU will thus become the district legal personality, a status it was devoid of during decades of its existence. One of the key responsibilities devolving of the director of the TRMSU will be the issuance of directives, guidelines, and clearances in matters relating to traffic management and road safety, which shall be binding on both the RDA and local authorities in their capacity as highway authorities. The TRMSU will now be even busier as it is finalizing the National Road Safety Strategy 2026-2030. This government is therefore taking the necessary legislative steps to clarify, streamline, and modernize the law. As a responsible government, we cannot allow legal uncertainty to persist, nor can we ignore legitimate public concerns relating to road safety. This brings me to report on the legislative progress we have made on files we have already processed and sent to the Attorney General's Office for draft legislation. First, we have issued drafting instructions for the amendments to be brought to the Road Traffic Act on 16 February 2026 for the immediate road-side impoundment of vehicles used by drivers under the influence of alcohol or drugs, allowing the police to make an ex parte application to a judge in chambers.
Second, the Road Traffic Act is being amended to include road rage as an offense since 10 March 2026. Our file is at the Attorney General's office. Third, on 27th of May 2026, my ministry submitted the draft bus services bill. You have 2 minutes to go. To the Attorney General's office for review. Fourth, the draft. So there are 3 more, but I will talk to my colleague. On a regional note, more specifically for Rodrigues, I heard the passionate plea made by the Honorable Roxana Collette yesterday, when she stated, and I quote, "Il faut que Rodrigues bénéficie pleinement du développement national." Is that right? I must inform the House that following my official visit to Rodrigues last year, during which I personally noticed the appalling, outdated state of the existing vehicle examination center, the NLTA was formally requested to float bidding exercise for the setting up of a brand new examination center in Rodrigues. The closing date for this expression of interest is for this coming Friday, 26th of June 2026. The Chief Commissioner, François Grandcourt, had already informed my delegation at the material time of our visit that a plot of land can be made available at Béozuit for this exact purpose, ensuring our citizens in Rodrigues receiving the same high standard of vehicle safety infrastructure as those at our mainland. As I conclude my intervention, Deputy Speaker, sir, I do so with a profound feeling of inner satisfaction. The complex, demanding tasks set out for my ministry during the last budgetary exercise have either been fully attended to, fully implemented, or in the stages of completion, in the final stages of completion. We are successfully laying the concrete foundations of an integrated, modernized, digitalized, and inherently safe land transport network. We are leveraging cutting-edge technology wherever needed to drive greater public efficiency, transparency, and fiscal responsibility. Our ultimate concern remains targeted entirely towards enhancing road safety and elevating the daily level of our public services, with the ultimate results of uplifting the quality of life for every citizen of our country. I thank you for your attention. Thank you. Honorable Parapen. Monsieur le vice-président, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Week-end le 21 juin 2026, soit quelques jours après la présentation du budget, l'honorable leader de l'opposition persiste et signe dans son mensonge. Et je cite, « Je pense que le gouvernement exagère la situation afin de justifier des mesures impopulaires. » Toute son argumentation repose sur le document State of the Economy, dont je conteste les conclusions. Fin de citation. Abraham Lincoln disait « No man has a good enough memory to be a successful liar ». Et clairement, la mémoire de l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachi, lui a fait défaut. Le 12 mai 2026, dans un entretien au journal Le Défi, Renganaden Padayachi a dit, et je cite, « La dette publique frôle aujourd'hui les 90% du PIB. D'ici 1 ou 2 ans, la dette publique atteindra 93% de notre PIB. » Hormis le ton alarmiste de ses propos, Renganaden Padayachi fait un aveu de taille. Il avoue que les conclusions du State of Economy sont bel et bien réelles, puisqu'il se réfère à un taux d'endettement public à 90%. Alors que depuis que le State of Economy Report a été publié, tous les acolytes du MSM s'efforçaient à discréditer ce rapport. Voilà qu'aujourd'hui, un des protagonistes principaux a fini par avouer la vérité. Ils ont honteusement manipulé les chiffres et ensuite ils ont voulu ne pas le reconnaître. Ceci dit, maintenant aujourd'hui, le pays se retrouve dans une situation inédite.
Pourquoi inédite? Parce que depuis l'indépendance, l'île Maurice n'a jamais connu un taux d'endettement à 90%. Et ce taux d'endettement à 90%, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un plafond de la dette. Qu'est-ce qu'un plafond? Les plus savants d'entre nous sauront qu'un plafond, on ne peut pas le dépasser. Et quand on fait face à un plafond de la dette, on a trois options. La première, on réduit les dépenses publiques drastiquement. La seconde, on augmente les revenus publics drastiquement. Ou la troisième, qui a été l'option privilégiée par ce gouvernement lors de son premier budget, on fait un amalgame des deux. C'est-à-dire, à la fois, on essaie de rationaliser les dépenses publiques et aussi, on essaie d'augmenter les recettes fiscales principalement. Et c'est exactement ce que ce gouvernement a fait lors de son premier budget. Bien sûr, en termes de rationalisation des dépenses publiques, on sait tous qu'il y a eu la réforme du BRP, douloureuse, mais nécessaire. Mais beaucoup de nos critiques oublient de mentionner l'autre face de notre politique gouvernementale, c'est-à-dire les mesures mises en place pour augmenter les recettes dans les caisses de l'État. Et on attendait avec impatience le budget estimate 2026-2027 pour pouvoir faire un constat de la situation. Qu'en est-il par rapport aux recettes dans les caisses de l'État? L'impôt sur les entreprises, c'est-à-dire sur le corporate tax, ont augmenté de 7,2 milliards sur l'année financière, passant de 29,8 milliards pour l'année financière 2024-2025 à 37 milliards pour l'exercice 2025-2026. L'impôt sur les revenus pour les individus, donc l'impôt sur les salaires, l'income tax, ont, eux, augmenté de 2,1 milliards de roupies. Donc, une augmentation totale de 9,3 milliards par rapport aux taxes directes prélevées sur les profits et les salaires. On note aussi que les special levies, incluant le Special Levy on Banks, la Solidarity Levy on Telecommunication Companies et le Corporate Climate Responsibility Levy, progressent de manière fort appréciable. En 2023-2024, soit 3 ans à peu près de cela, ces taxes étaient de l'ordre de 1,98 milliards de roupies, alors que pour l'année qui va terminer dans quelques jours, 2025-2026, ces levies spéciaux passent à 8 milliards de roupies, soit une augmentation de plus de 6 milliards. Et d'après les projections du ministère des Finances, elle devrait encore augmenter à 9,3 milliards l'année prochaine. Donc, je pense qu'il est important de rappeler à la population la stratégie de ce gouvernement par rapport à la rationalisation des finances publiques. Il y a une stratégie qui était en tandem, à la fois une baisse dans certaines dépenses publiques, mais on ne peut occulter aussi l'effort qu'a mis ce gouvernement en place pour prendre de l'argent là où c'était, et le détracteur devrait en prendre bonne note. Et c'est quoi la réussite majeure de ce budget? Je pense que la réussite majeure de ce budget, c'est que pour la première fois depuis beaucoup d'années, le taux d'endettement est en recul. En juin 2025, comme l'a rappelé le ministre des Finances et l'honorable Premier ministre, en juin 2025, on était à 88,5% d'endettement du PIB et en juin 2026, on arrive à 87,8% du PIB. Ce n'est pas énorme, mais c'est un grand pas finalement dans la bonne direction. Bon, la population va certainement nous demander en quoi ça va améliorer mon quotidien. Et c'est vrai que dans l'immédiat, ça va certainement pas
mettre de la nourriture en plus sur la table et tout. Mais le fait de mettre notre pays sur une fondation stable, de créer de l'espace fiscal par rapport au plafond de la dette, nous donne certainement une marge de manœuvre beaucoup plus appréciable et nous donnera une marge de manœuvre beaucoup plus appréciable dans les années à venir pour justement emmener de la croissance dans le pays et emmener un feel-good factor. Je suis persuadé que si on continue sur cette lancée, les résultats tangibles vont bientôt se matérialiser. Et venons-en maintenant au présent budget. Bien sûr, l'actualité, tout le focus a été sur la réforme retravaillée du BRP. Et il faut reconnaître que n'importe quelle réforme qu'on voudrait apporter au BRP ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Il est inimaginable de réduire les dépenses liées au BRP et que la population, dans sa totalité, soit unanimement satisfaite. Mais il faudrait pas non plus que les bénéficiaires du BRP, nos aînés et les futurs bénéficiaires du BRP deviennent le bouc émissaire ou le souffre-douleur de la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement. Le premier budget avait consenti à demander un effort partagé à tout le monde. Mais en y regardant de plus près, le second budget, j'ai l'impression qu'on demande principalement à nos aînés, bien que la réforme ait été gelée et tout ça, je ne conteste pas, mais qu'on avait demandé, mettons-le au passé, qu'on avait demandé l'effort principal et peut-être uniquement à nos aînés, à nos bénéficiaires de la pension et aux futurs bénéficiaires. Je pense que cette philosophie qui avait animé le gouvernement pendant son premier budget doit perdurer et je pense que les efforts futurs doivent être partagés comme elles l'ont été durant le premier mandat de ce gouvernement. Et je ne peux passer sous silence cette décision ahurissante d'exclure les dividendes des revenus à être évalués pour le means testing. Les dividendes sont la récompense ultime du capitalisme et si on veut faire du means testing et du ciblage, exclure les dividendes est complètement inacceptable. Celui qui a eu la brillante idée d'exclure ces dividendes, ou ceux qui ont eu cette idée, ne sont ni plus ni moins que des valets du gros capital. Et ils n'ont pas leur place dans un gouvernement socialiste. En 2014, l'artiste reggae Tiken Fakoli chantait « Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix ». Et dans les débats qui ont précédé la présentation du budget, dans lesquels j'étais assez impliqué, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux radio, j'ai ressenti un sentiment qui anime beaucoup de mes compatriotes qui demandent un paradis, mais qui ne veulent pas faire l'effort pour ce paradis. Bien sûr que le pays n'est pas un pays parfait. On a connu la corruption, notre secteur public, il y a encore beaucoup à améliorer en termes d'efficience, mais pour se dédouaner d'une participation pour un pays meilleur, on ne peut tout mettre sur le dos des autres. Et je pense que, et là j'ai un message et une demande, surtout pour ceux qui sont en haut, il nous faut un effort collectif, et si l'effort collectif ne vient pas d'en haut, c'est difficile pour que les autres suivent à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense que malgré qu'il y ait un effort qui a été fait, les chiffres le démontrent clairement, il y a dizaines, presque 20 milliards de roupies additionnelles dans les caisses de l'État venant de ceux d'en haut. Je pense qu'il y a encore de l'espace, pas énormément, mais encore de l'espace pour qu'il y ait une contribution améliorée
accrue de ceux qui le peuvent. Parce que ce qu'on demande à ces personnes, ce n'est pas nécessairement de tout sacrifier, mais on leur demande de faire un effort additionnel pour que certains puissent mettre une baguette de pain en plus sur la table ou même un minapolo. Donc, je ne crois pas qu'on demande la lune non plus à certains pour qu'une majorité de personnes puissent améliorer leur sort. You got Maurice? 2 minutes to go. 2 minutes. Yes, one would be enough. Maurice est un paradis, mais ce n'est certainement pas un paradis fiscal. Et on voudrait mettre en garde quiconque voudrait tenir notre pays en otage, surtout par rapport à sa politique fiscale. Nous sommes un pays souverain et indépendant. Nous avons notre histoire, nos valeurs, notre âme, notre dignité et notre identité. Et nous nous battrons pour préserver cet héritage. Merci. Thank you. Honorable Siken. Monsieur le vice-président, c'est avec un profond sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre des débats sur le budget 2026-2027. Je tiens à féliciter l'honorable Premier ministre pour ce budget courageux qui intervient dans un contexte international particulièrement complexe et incertain. Nous ne pouvons pas parler de redressement économique, de bonne gouvernance et de protection du pouvoir d'achat sans rappeler le contexte dans lequel ce gouvernement a pris ses fonctions. Les Mauriciens ont été profondément marqués par une succession d'affaires et de controverses qui ont ébranlé la confiance dans les institutions publiques. Les dossiers MMG, Angus Road, la MIC, Missier Moustache, les montants considérables versés à certains conseillers juridiques proches du pouvoir d'alors, le décès tragique de Subramanian Krishnan, les affaires Park and Blister, Molnupiravir, Franklin, BAI, entre autres. Face à cet héritage, notre responsabilité est de tourner la page des controverses, de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et de démontrer des actions concrètes et une gestion rigoureuse que chaque roupie d'argent public est utilisée dans l'intérêt de la population mauricienne. Depuis plusieurs années, l'économie mondiale évolue. Les événements récents au Moyen-Orient, les perturbations touchant plusieurs routes maritimes stratégiques, ainsi que les tensions commerciales observées dans différentes régions du monde, rappelant à quel point l'économie mondiale demeure vulnérable aux chocs externes. Les coûts du fret maritime, de l'assurance et du transport international continuent d'exercer une pression importante sur les prix des marchandises. Les marchés de l'énergie demeurent instables. Les prix alimentaires internationaux restent soumis à des fluctuations constantes. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont devenues plus fragiles et plus imprévisibles. Monsieur le vice-président, pour une petite économie insulaire comme Maurice, fortement dépendante des importations pour son approvisionnement en produits alimentaires, en carburant, en produits pharmaceutiques et en biens de consommation, ces réalités internationales ont des conséquences directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Chaque augmentation du prix du pétrole sur les marchés mondiaux, chaque hausse du coût du transport maritime, chaque dépréciation des monnaies internationales, chaque perturbation logistique, tout cela finit par se refléter dans le panier de la ménagère, dans le coût des médicaments, dans les dépenses des entreprises, dans le portefeuille des familles. Monsieur le vice-président, cette nécessité d'agir avec responsabilité et anticipation est aujourd'hui reconnue par les principales institutions économiques internationales. Comme l'a récemment souligné Ajay Banga, président de la Banque mondiale, l'enjeu pour les gouvernements
est de protéger les populations et préserver la stabilité aujourd'hui sans hypothéquer la croissance et l'emploi de demain. Cette réflexion trouve un écho particulier pour les États en développement comme Maurice. Nous devons donc être capables de répondre aux défis immédiats tout en préparant l'avenir. Nous devons protéger le pouvoir d'achat sans compromettre la stabilité économique. Nous devons soutenir les ménages sans mettre en péril les finances publiques. Monsieur le vice-président, lorsque ce gouvernement a pris ses fonctions à la fin de l'année 2024, il a hérité une situation économique difficile. Durant plusieurs années, les consommateurs mauriciens ont été confrontés à une augmentation continue du coût de la vie. L'inflation a érodé progressivement le pouvoir d'achat des ménages, atteignant jusqu'à 10,8% en 2022 et 7,1% en 2023. Malgré les perturbations de cette année, nous avons pu maintenir un taux d'une moyenne de 3,7%. La dépréciation de la roupie a renchéri le coût des importations. Les prix de nombreux produits essentiels ont augmenté sous l'effet combiné des facteurs internationaux et domestiques. Dans le même temps, les outils d'intervention de l'État devaient être modernisés afin de répondre plus efficacement aux nouvelles réalités du commerce mondial, car le commerce international de 2026 n'est plus celui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Monsieur le vice-président, c'est dans cet esprit que le gouvernement a entrepris un vaste programme de réformes depuis novembre 2024. Nous avons actualisé nos mécanismes de surveillance, renforcé notre présence sur le terrain, amélioré les outils de contrôle de prix, développé de nouvelles approches pour protéger les consommateurs, mais aussi renforcer le dialogue avec les opérateurs économiques. Et surtout, nous avons adopté une approche proactive plutôt que réactive. Car dans un monde marqué par l'incertitude, attendre que les problèmes apparaissent n'est plus une option. Il faut anticiper, il faut prévenir, il faut agir. Monsieur le vice-président, malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, je demeure convaincu que Maurice possède tous les atouts nécessaires pour réussir. Le budget 2026-2027 s'inscrit précisément dans cette volonté de renforcer notre résilience collective. Il vise à protéger les consommateurs, à soutenir le pouvoir d'achat, à renforcer la compétitivité de notre économie. Il vise à préparer Maurice aux défis du monde de demain. Monsieur le vice-président, depuis novembre 2024, le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs a entrepris une série de réformes ambitieuses. L'une de nos priorités a été de renforcer la surveillance du marché. À travers la Consumers Affairs Unit, en un an, plus de 10 400 commerces ont été inspectés à travers le pays. Ces opérations ont permis de vérifier le respect des réglementations relatives au prix, à l'affichage, à la disponibilité des produits réglementés et aux pratiques commerciales. Au total, plus de 1080 infractions ont été constatées, dont près de 900 fixed penalties émises. Parallèlement, 491 exercices d'échantillonnage ont été réalisés afin de vérifier la conformité de nombreux produits présents sur le marché. Je salue ici le travail abattu par l'équipe du ministère qui reste au service de la population. Monsieur le vice-président, nous avons également renforcé le traitement des plaintes des consommateurs. Au cours de l'exercice écoulé, plus de 2350 plaintes ont été enregistrées sur le Citizen Support Portal. Près de 88% de ces plaintes ont été résolues. Derrière ces statistiques se trouvent ces citoyens qui ont obtenu réparation, des consommateurs qui ont retrouvé confiance dans les institutions. Monsieur le vice-président, en juin 2025, l'honorable Premier ministre et ministre des Finances a annoncé l'abolition de la TVA sur certains produits. Dès le 1er juillet 2025,
les aliments pour nourrissons, les légumes en conserve. Ainsi, les légumes surgelés sont actuellement moins chers qu'en novembre 2024, lorsque le MSM était au pouvoir. Par exemple, la boîte de tomates 400 grammes Carrefour était à 100 roupies 10 et désormais à 50 roupies 79, soit une baisse de 49,3%. Les frites rustiques Saint-Éloi sont passées de 186 roupies 55 à 89 roupies 47, ce qui représente une baisse de 52%. Le sachet de 400 grammes de petits pois surgelés 5 Stars était à 61 roupies 21 et aujourd'hui à 45 roupies 80, une baisse de 25%. Le pot de jardinière légumes 130 grammes pour bébé est désormais à 129 roupies 39 sous et compte 230 roupies 64, soit 43,9%. Monsieur le vice-président, c'est avec plaisir que je dépose aujourd'hui une liste de produits à la Chambre, sur la table. Et il y a environ 700 produits sur cette liste. Oui. Monsieur le vice-président, l'une des réalisations majeures de cette année a été le renforcement du contrôle des prix. Aujourd'hui, près de 30 catégories de produits sont couvertes par le régime du maximum markup. Ce mécanisme permet de contrôler la marge des profits des commerçants sur des produits essentiels. Une liste qui peut être consultée sur le site internet pfu.gov.mu.org. Plus de 30 000 produits sont concernés. Nous avons progressivement étendu cette mesure à plusieurs produits essentiels de consommation courante. Le beurre, la margarine, les conserves de viande, le poisson en conserve, les pâtes, les produits sanitaires, les légumes surgelés et en conserve. Cette politique a produit des résultats concrets. Ainsi, le sachet de 400 grammes Ardo Mixed Vegetable est passé de 105 roupies à 59 roupies 58, soit 43%. Ouais. Le sachet de petits pois surgelés Watties 900 grammes de 236 roupies à 186,93, soit une baisse de 20%. Les légumes mix Ambo de 450 grammes, 74 roupies 74, contre 158 roupies. Pour certaines conserves alimentaires, les réductions atteignent jusqu'à 51%. Par exemple, la boîte d'haricots rouges Belinda était à 46 roupies en novembre 2024, quand le MSM était au pouvoir, et actuellement disponible aux Mauriciens pour 29 roupies 75, ce qui équivaut à une baisse de 29%. La boîte de 340 grammes Luncheon Meat d'Anbourg est à 98 roupies, contre 73 roupies 59, soit une baisse de 24,9%. Les champignons entiers de Leader, 425 grammes, est passé de 59 roupies 95 à 38 roupies 62, soit une baisse de 35,6%. Pour plusieurs catégories de beurre et de margarine, les réductions ont varié entre 11 et 36%. Le beurre Anchor salé, 200 grammes, était à 149 roupies, maintenant à 109 roupies 30, soit 26% moins cher. La boîte de Flora Light, 500 grammes, se vendait à 136,50, pour aujourd'hui à 120 roupies 88, soit 11% en moins. Ces résultats démontrent que des interventions ciblées et responsables peuvent avoir un impact réel sur le budget des ménages. Mais au lieu de vous faire une liste de provisions, Monsieur le Vice-président, je soumets une liste de 1500 produits soumis au maximum markup. Monsieur le Vice-président, pour pérenniser ces efforts, le nouveau Consumer Protection Bill est fin prêt. Le projet de loi a été déjà approuvé par le cabinet ministériel et se trouve actuellement sur la table du State Law Office. Je souligne, Monsieur le Vice-président, que le Parti travailliste avait déjà introduit ce cadre juridique en 2014. Toutefois, les élections de 2014 n'ont pas permis son adoption. Un projet de loi qui est resté sur la table du ministère pendant 10 ans. Les habitudes de consommation ont profondément
changé. Les consommateurs effectuent désormais leurs achats dans un environnement numérique, achetant en ligne auprès d'opérateurs parfois situés à l'étranger. Ce projet de loi viendra renforcer les droits des consommateurs, améliorer les mécanismes de recours, moderniser les outils d'application de la loi et introduire de nouvelles garanties en matière de commerce électronique. Il s'accompagne de nouvelles réglementations qui permettront d'améliorer la transparence des transactions en ligne, d'imposer l'affichage clair des conditions de vente et de mieux encadrer les systèmes de remboursement pour lutter contre les pratiques abusives. Monsieur le vice-président, que l'honorable leader de l'opposition se rassure, les résultats du Price Stabilization Fund, PSF. Les demandes de remboursement continuent d'être traitées et les décaissements devraient atteindre entre 1,3 milliard et 1,5 milliard pour l'exercice financier 2025-2026 pour 10 mois, de septembre 2025 à juin 2026. Monsieur le vice-président, je souhaite également apporter une précision afin de dissiper les inquiétudes soulevées hier par le whip de l'opposition concernant le fonctionnement du PSF. Les faits sont simples. Au 25 août 2025, pas moins de 298 commerces avaient procédé à la déclaration de leur stock de produits subventionnés, conformément aux procédures établies par le gouvernement et la MAE. Parmi 298 opérateurs figurait également le supermarché Sequin. Il convient toutefois de préciser que ce commerce n'est pas enregistré comme importateur des produits concernés par le dispositif. Par conséquent, il n'a bénéficié que d'une part très limitée des montants versés au supermarché, soit seulement 0,02% du total alloué à cette catégorie d'opérateurs, soit dans les 120 000 roupies. Contrairement d'habitude de mes prédécesseurs, je peux assurer que ce système repose sur des critères objectifs, transparents et vérifiables. Les remboursements sont effectués sur la base des déclarations de vente, des stocks déclarés et des procédures de contrôle mises en place par la MAE. Il ne s'agit ni d'un système discrétionnaire, ni d'un mécanisme accordant des privilèges à un opérateur particulier. Les mêmes règles s'appliquent à tous. La PSF est un grand succès, car l'opposition n'a rien à dire sur le coût de la vie. Alors, il commence à dire que le gouvernement subventionne des entreprises. D'ailleurs, les importateurs sont contre cette mesure, car elle affecte énormément leur liquidité. Certains nous donnent des leçons, alors qu'ils ne sont guère des modèles à suivre. Nous avons été témoins de nombreux frasques, ivres et bourrés de substances illicites, d'après M. Moustache. Et quand le whip de l'opposition était speaker de l'Assemblée, il passait son temps à l'extérieur. Il voyageait à volonté et ça a coûté une fortune aux contribuables mauriciens. Monsieur le vice-président, le PSF constitue aujourd'hui l'une des réformes les plus importantes mises en œuvre par ce gouvernement. Il y a tout juste un an, nous avons créé ce fonds doté de 10 milliards de roupies, avec une contribution initiale de 2 milliards de roupies. Le 25 août 2025, nous avons lancé une première phase de subventions ciblées, couvrant le lait en poudre, l'huile alimentaire, le lait infantile, les couches pour bébés et le fromage cheddar. En janvier 2026, nous avons étendu le dispositif aux conserves de maquereaux et de pilchard, aux couches pour adultes, ainsi qu'à plusieurs catégories de médicaments destinés aux personnes souffrant d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Aujourd'hui, près de 900 médicaments bénéficient de ce mécanisme. Concrètement, le prix du médicament Telma pour l'hypertension est passé de 102,60 roupies en 2024 à 54,21 roupies aujourd'hui, soit une baisse de 47%. Glucophage, un médicament pour les diabétiques,
est passé de 129 roupies 93 à 102 roupies 58 aujourd'hui, soit une baisse de 21%. L'Ipitas, un médicament pour les maladies cardiovasculaires, est passé de 103 roupies 12 à 52 roupies 71, soit une baisse de 48%. Les résultats sont aussi visibles en ce qui concerne les aliments de base. Le sachet de lait Anchor, 1 kg, était à 271 roupies 35, pour aujourd'hui est à 252, soit une baisse de 7%. La bouteille d'huile Rani, 1 litre, est passée de 87 roupies 72 à 72,72, soit une baisse de 17%. Celle d'un litre de Leader Soyabine est à 82 roupies contre 94 roupies 58, une réduction de 13%. La boîte de Kraft de 250 grammes était à 106 roupies en 2024 et aujourd'hui à 94,46, correspondant à une baisse de 10,9%. Celle de Béga, autrefois à 95,29 et maintenant à 83,45, soit une baisse de 12%. Les couches pour bébés et pour adultes ont connu une baisse allant jusqu'à 35 à 50% sur certaines marques. Je dépose une liste de presque 2000 produits sur la table de l'Assemblée nationale. Oui. Monsieur le vice-président, le budget 2026-2027 nous permettra d'aller encore plus loin. Une troisième liste de produits bénéficiera désormais du mécanisme de subvention ciblée. Elle comprendra notamment le corned beef, le corn mouton, les macaronis, le thon en conserve, les lentilles noires et rouges, les haricots rouges, les aliments pour nourrissons et les luncheon meat. Ces nouvelles mesures représentent un investissement supplémentaire de plus de 300 millions de roupies par an. Elles traduisent la volonté du gouvernement de protéger concrètement les familles mauriciennes. Elles permettront des réductions de prix pouvant atteindre 30% sur certains produits alimentaires. Loin de moi l'idée de faire la promotion de certaines marques, mais dans un but purement informatif. Dès le 1er juillet, les Mauriciens pourront trouver, par exemple, la boîte de thon en miettes Winners, qui est aujourd'hui à 29 roupies 75, sera à seulement 9 roupies 75, ce qui représente une baisse de 67%. Ouais. Celui de la marque Très Bon, aujourd'hui à 31 roupies, sera à 11 roupies, représentant une baisse de 64%. Le thon tropical, 170 grammes, qui est actuellement à 35 roupies 04, sera à 15 roupies 04, soit une baisse de 57 roupies 10 dès le 1er juillet. Les macaronis Carrefour d'1 kilo passeront de 97,20 à 77,20, soit une baisse de 20%. Ceux de la marque U d'1 kilo seront à 64 roupies 55 contre 84 roupies 55, enregistrant ainsi une baisse de 23%. La boîte de corned beef Globe, actuellement 170 roupies, sera dans vos paniers pour 150 roupies, soit un recul de 13%. La boîte de 170 grammes corned mouton Sunbridge sera à 35 roupies 51 contre 55,51, ce qui représente une baisse de 56%. Les lentilles noires Orient à 31 roupies 65 seront à 21 roupies 65, soit une baisse de 46%. Les lentilles rouges 5 Star sont actuellement à 29 roupies 90 dès la semaine prochaine, à 19 roupies 90, une baisse de 50%. Les familles avec un bébé pourront voir également une différence de leur panier. Le pack de 4 pommes pêche de Carrefour passe de 84,71 à 24 roupies 61, une baisse de 70%. Le pack de 6 de mini lacté Blazina, actuellement à 161 roupies 47, sera à 71 roupies 47, ce qui est une baisse de 55%. La purée de pommes Rhodes est à 29 roupies 01 et sera à 14 roupies 01, soit une baisse de 51%.
Je soumets également cette liste à la Chambre. Il y a presque 500 produits dans cette liste. Avec l'évolution des coûts, l'État continue d'assumer près de 2 milliards de subventions annuelles chez la farine, contre 434 millions en 2014, près de 506 millions chez le riz ration, contre 101 millions. Concernant le gaz ménager, la subvention représente aujourd'hui plus de 50% du coût réel d'une bonbonne. L'État décaisse 1,6 milliard de roupies, contre 564 millions en 2014. Monsieur le vice-président, lorsque nous avons pris poste, nous avons découvert une économie parallèle qui se faisait sur le dos des contribuables, des sachets de riz de ration et de farine importés par l'STC et subventionnés étaient revendus à Maurice et aux Comores. Nous avons amendé la loi. Il est désormais interdit de réempacter ces produits ou de les revendre non conformément à la loi. Monsieur le vice-président, je tiens à réaffirmer l'engagement constant du gouvernement envers les consommateurs de Rodrigue. Malgré les contraintes particulières liées à l'insularité et au coût du transport, notre objectif demeure inchangé. Faire en sorte que les Rodriguais bénéficient des mêmes mesures de protection et de soutien que les consommateurs de Maurice. Le ministère poursuit sa collaboration étroite avec l'Assemblée régionale de Rodrigue pour assurer l'application effective du contrôle des prix et des programmes de stabilisation. Lors de ma dernière visite le mois dernier, un accord de principe a été trouvé avec le commissaire de l'agriculture ainsi qu'avec mon ami le député, l'honorable Francisco François, pour que la STC commercialise le poisson, le poulpe et le limon de Rodrigue sur le marché mauricien. Monsieur le vice-président, je souhaite également évoquer la question du carburant. Dans le contexte actuel, marqué par les tensions au Moyen-Orient, les marchés pétroliers demeurent particulièrement instables. Malgré cette situation, l'une des priorités de ce gouvernement a toujours été de garantir la sécurité énergétique du pays. Une rupture de stock n'était toujours simplement pas envisageable. Nous avons pu voir à travers les réseaux sociaux comment plusieurs pays n'ont pas eu cette chance et ont été fortement impactés par les ruptures de stock. Le ministère a travaillé sans relâche afin de sécuriser les approvisionnements de Maurice. Aujourd'hui encore, au prix actuellement pratiqué à la pompe, l'État absorbe une partie importante du coût réel du carburant. Le déficit du PSA, Price Stabilization Account, a atteint 3,5 milliards, soit 2 milliards de pertes depuis février 2026, témoignant de l'ampleur des ressources mobilisées pour protéger le pouvoir d'achat des ménages et contenir les effets des fluctuations des marchés internationaux. D'ailleurs, Maurice demeure parmi les pays avec le carburant le moins cher de la région. Le litre d'essence You've got 3 minutes to go. 3 minutes. À 64,25 roupies comparé à 70,80 roupies aux Comores, 77,57 aux Seychelles, 80,13 roupies en Afrique du Sud et 105,74 roupies à La Réunion. Le diesel est vendu à 71,25 roupies à Maurice, contre 72,08 roupies aux Comores, 79,31 aux Seychelles, 88,86 roupies en Afrique du Sud et 100,27 roupies à La Réunion. Si le PPC se réunissait aujourd'hui, il y aurait une augmentation de 6,40 roupies pour l'essence et 5,05 roupies pour le diesel. Le prix d'achat du carburant étant actuellement plus cher qu'en janvier 2026. Heureusement pour nous que ce n'est pas le cas. Monsieur le vice-président, une économie moderne ne peut prospérer sans concurrence. La concurrence favorise l'innovation, elle améliore la qualité des services, elle continue à maintenir des prix plus justes, elle protège les consommateurs. La Competition Commission continue de jouer un rôle essentiel dans cet exercice. Depuis août 2025, elle a examiné plus de 50 enquêtes, mené plusieurs investigations formelles, analysé 48 opérations de fusion
et rendu plusieurs décisions importantes. Elle a également lancé sa première enquête de marché dans le secteur des soins de santé privés afin d'examiner les mécanismes de fixation des prix et le fonctionnement de ce marché. La Competition Commission démarre aussi une enquête sur le business de poulet et des œufs. Monsieur le vice-président, la STC demeure l'un des piliers de la sécurité économique, alimentaire et énergétique de notre pays. Son rôle est fondamental pour garantir l'approvisionnement régulier de Maurice en produits essentiels tels que la farine, le riz, le gaz, les carburants et plusieurs autres commodités stratégiques. Lorsque ce gouvernement a pris ses fonctions, la situation financière de plusieurs organismes publics suscitait de vives préoccupations. La STC n'échappait pas à cette réalité. Grâce à une gestion plus rigoureuse, à une meilleure maîtrise des coûts et des décisions stratégiques responsables, la situation considérablement améliorée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2020-2021, la STC a enregistré un déficit de 471 millions. En 2021-2022, ce déficit atteignait près de 3,7 milliards de roupies. En 2022-2023, l'organisme accusait encore une perte de 623 millions. Face à cette situation, une réforme profonde et une gestion plus rigoureuse étaient indispensables. Grâce aux mesures mises en œuvre par ce gouvernement, la situation de la STC a connu un redressement remarquable. L'exercice financier 2024-2025 s'est soldé par un excédent de 3,55 milliards de roupies. En l'espace de quelques années, la STC est passée d'une situation déficitaire chronique à une situation financière saine et excédentaire. Can you please conclude? I'm finishing. D'ailleurs, la STC ne se limite plus à son rôle traditionnel d'importateur de carburant, de gaz ménager, de riz et de farine. Elle explore activement l'importation de nouveaux produits essentiels pour créer plus de compétition sur notre marché. Monsieur le vice-président, ce gouvernement va modifier la législation pour permettre au commerce de recourir aux importations parallèles afin de stimuler la concurrence. Monsieur le vice-président, notre vision pour 2030 est claire. Nous voulons bâtir un marché plus transparent, plus compétitif, plus moderne et qui protège mieux les consommateurs. Nous voulons un consommateur mieux informé, un consommateur mieux protégé, un consommateur capable de comparer les prix facilement, un consommateur capable d'accéder à une information fiable et transparente. Nous voulons également un secteur commercial pleinement engagé dans la transformation numérique, des procédures simplifiées, des services accessibles en ligne. Monsieur le vice-président, le budget 2026-2027 ne se limite pas à répondre aux défis du présent. Dans un monde marqué par l'incertitude, la réponse demeure l'unité, la responsabilité et la vision. La protection des consommateurs n'est pas uniquement la responsabilité d'un ministère. C'est une mission nationale. Elle implique l'État, les entreprises, les commerçants. Elle implique chaque acteur de notre économie. En travaillant ensemble, nous pouvons construire une économie plus forte, plus juste et plus résiliente. Monsieur le vice-président, ce budget ne se contente pas de constater les hausses des prix. Il intervient, il régule, il surveille, il modernise, il place le citoyen au cœur du développement national. En travaillant ensemble, nous construisons une économie plus forte et plus juste, qui protège les plus vulnérables et soutient fermement la classe moyenne. Pour toutes ces raisons, Monsieur le vice-président, je réitère mon plein soutien au budget 2026-2027 présenté par l'honorable Premier ministre et ministre des Finances. Je suis convaincu que ce budget constitue une réponse équilibrée, responsable et visionnaire aux défis auxquels notre pays est confronté. Merci, Monsieur le ministre. Thank you. Honorable Baburam. Deputy Speaker, sir, if I say words like endometriosis, polyendocrine metabolic ovarian syndrome, PMOS, uterine fibroids, I'm sure some people won't even know what I'm talking about. These are, in fact, medical conditions from which women suffer severe pain every month during their menstruation. I have heard many people saying, but why should women benefit from a menstrual leave when our mothers and grandmothers used to go to work with this pain?
What they fail to understand, Deputy Speaker, sir, is that the incidence of such hormonal imbalance has increased over time. And that is because we are exposed, let's say rather overexposed, to what we call endocrine disruptors found in plastic, pesticides, and beauty products. No woman should have to go to work in pain, holding her belly and in tears. It is simply not human to force a woman to work in such conditions. Et grâce à ce budget, Monsieur le Vice-président, une femme pourra dorénavant rester chez elle et se reposer avec un paid leave en sus de ses congés de maladie. In the same vein, Deputy Speaker, sir, I also applaud the initiative of the Honourable Prime Minister for the establishment of a Centre of Excellence in Cardiometabolic Care and Research, whose objective is also to provide dedicated women's health services for hormonal and metabolic conditions that include PMOS, from which today many women suffer. And this, Deputy Speaker, sir, shows that the Prime Minister is a man of vision. Monsieur le Vice-président, je dois dire aussi, pour être honnête, que l'honorable Premier ministre est aussi un homme de parole. Je suis parmi ceux qui étaient allés à la radio pendant la campagne électorale pour parler d'une mesure qu'il avait annoncée à l'époque, c'est-à-dire revoir à la hausse le congé parental. Cette promesse, Monsieur le Vice-président, a été accomplie lors de ce budget. Je me souviens que certaines femmes du gouvernement sortant à l'époque venaient critiquer cette mesure. J'ai entendu aussi l'honorable Johanna Béranger faire de même plus tôt. Mais pourquoi posons-nous tant de questions quand il s'agit des droits des femmes? Sommes-nous moins humains que les hommes? Pourquoi hésitons-nous quand il s'agit de nos droits? En anglais, on dirait ceci. Why are we so apologetic? We give birth. Our bodies need to recover, and we need time for this. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Cependant, Monsieur le Vice-président, ne soyons pas hypocrites non plus. Si cette mesure n'est pas soutenue par des provisions légales appropriées, il y a un risque, un gros risque même, que les entreprises n'embauchent pas suffisamment de femmes. Mais Monsieur le Vice-président, l'Equal Opportunities Act, qui encore une fois avait été voté sous le Prime Ministership de l'honorable Dr Navin Ramgoolam, impose déjà une obligation pour qu'il y ait gender parity lors d'une embauche. Je ferai donc une requête à l'honorable Premier ministre pour que les sanctions pour non-respect de ces provisions soient endurcies. La procédure aujourd'hui est ainsi. Une personne fait une complainte à l'Equal Opportunities Commission. Ensuite, il y a une investigation qui est faite par l'IOC et un rapport est produit. Ensuite, the matter is referred to the tribunal. The tribunal will hear the matter and will make an order. And if the order is not respected, it becomes a criminal offense. This is a long process. There must be a process whereby penalties are imposed on employees who refuse to recruit a woman. There must be severe penalties, quicker and less cumbersome procedures. Il ne faut pas que les femmes souffrent à cause de cette mesure. Et il ne suffit pas de demander aux entreprises d'encourager les femmes de work from home. Nous pouvons nous inspirer
des pays scandinaves afin de mieux encadrer cette initiative. On another note, Deputy Speaker, sir, everyone must have seen images circulating on social media recently concerning healthcare staff allegedly under the influence of drugs. Such images can be seen every day of the general public. It can be anyone, not only of healthcare staff. I must say that some even take pleasure in posting such images, either to fool around or to blame the government. However, there was an outrage because these images were of healthcare staff who deal with the lives of people. Rightly so, Deputy Speaker, sir. It seems that this scourge is affecting everyone in our society. It transcends gender, ages, any background, or all other considerations. You will be shocked to hear that as many as 8,136 people go to take their methadone dose daily at methadone dispensing centers. Some of them are professionals, and these include also frontliners. Frontliners, Deputy Speaker, sir, ought to be sober, and they should have their full senses when dealing, especially with the lives of people. And here, when I'm talking about frontliners, I'm not talking only about medical or healthcare staff. I'm talking about all frontliners. That is why, apart from the 80 million rupees being allocated to NADEC in the fight against drugs, I commend the Honorable Prime Minister's decision to allocate a further sum of 50 million rupees to each ministry in order to integrate the fight against drug trafficking and substance abuse across their policies and operations. However, it will not work if we do not introduce a valid drug testing program, because aucun récalcitrant ne doit échapper au filet. Après tout, il y va de la sécurité et de la vie de nos concitoyens. Deputy Speaker, sir, let me be clear that there exists no legal obligation for these people to be tested today. They have the right to refuse, even when dealing with the lives of people. But if we are dealing with the lives of people and we don't have a valid drug testing program with a proper legal framework and applicable to all frontliners, like it is in some countries, across all ministries and departments, all this money and all our efforts will go waste. As for us at the Ministry of Health and Wellness, together with Minister Bechu, Deputy Speaker, sir, we have adopted a policy of no retreat, no surrender. Oui au programme de prévention, mais fini les discours, les grands discours, je dirais, qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, il faut que chaque famille touchée par le fléau de la drogue sache où aller ou vers qui se tourner. Ils doivent savoir sur quel numéro appeler s'ils veulent dénoncer un trafiquant de drogue. Ils doivent savoir qu'ils peuvent appeler sur le 148. Ils doivent savoir où aller si jamais il y a une victime au sein de leur famille. Ils doivent savoir qu'ils peuvent aller à l'hôpital pour qu'ils soient prodigués les premiers soins. Ils doivent savoir qu'il existe aussi une hotline au ministère, et ce hotline, c'est le 800-1022. Ils doivent savoir aussi qu'il y a des centres de réhabilitation pour leur prise en charge. Et là,
je profite pour saluer l'initiative de l'honorable Premier ministre quand il a fait l'annonce la dernière fois lors de son allocution pour le budget qu'une partie de l'ancien hôpital Bruno Chong sera reconvertie en centre de réhabilitation. Parce que il faut qu'on sache tous que les centres de réhabilitation qui existent en ce moment ont des places limitées, mais aussi des budgets restreints. Par ailleurs, dans la circonscription numéro 11, Monsieur le Vice-président, nous sommes allés en ce sens depuis l'année dernière. Nous avons bien compris cela. Mes deux collègues députés de la circonscription numéro 11 et moi-même, we have started a series of consultations with the Ministry of Health and Wellness, NADEC, social workers, and NGOs. We unanimously concluded that such practical information should be imparted to the general public. Nous sommes très conscients que les marches et les discours ne sont plus efficaces. Nous irons donc dans les villages avec des ONG pour donner ces informations. Nous ne voulons pas qu'il y ait une génération de zombies ou de malades. Speaking of diseases, Deputy Speaker, sir, there is an urgency to address the increasing number of non-communicable diseases. You've got only 2 minutes to go. To conclude. Let me give you a few statistics from 2022 to 2024. We noted an average of 8,274 cases of heart diseases, 4,132 strokes, and 4,830 diabetes mellitus. Last year alone, there were 633 cases of amputation in our small Mauritius, and some are still complaining about the rise in sugar tax. What this tax does, Deputy Speaker, sir, it is a blessing in disguise. It allows a parent to give 1 chocolate bar instead of 4 or 5 chocolate bars to their child in order to avoid these kinds of diseases. Yes, under the leadership of Minister Anil Bechu, we have already a prevention plan and more budget has been allocated for this. We also have diabetic and cardiovascular centers, trauma units, stroke units, palliative and curative care, but we want to ensure that people don't have to go to that extent. I will end my speech, Deputy Speaker, sir, by narrating a small story of a lady, a fictitious one, named Vidula, aged 75, who suffers from several medical conditions. She complains of deafness, bone degeneration, weak eyesight, high BP, and a heart disease. And when she goes to the hospital, she's given different appointments, she goes on different dates, meets several doctors, and is given several medications, among which we can find the famous paracetamol for almost all these illnesses. Today, with the geriatric wards that will be set up, in all of the 5 hospitals around the country, they will no longer have to go through these processes. There will be an all-in-one form which will be filled so that she can avoid such ordeals. To conclude, Deputy Speaker, sir, the healthcare system is certainly facing challenges today. Make no mistake, it is like this everywhere in the world. We are all sailing in the same boat. We must therefore ensure that we are all rowing in the same direction. But if anyone happens to drill a hole, they should not complain then if the boat sinks. What we need more than ever today is solidarity, unity,
to create a healthy nation. I seize this opportunity to extend my warmest gratitude to the Honorable Prime Minister, his junior minister, and all his team who worked tirelessly to make this a reality, and I therefore fully support this bill. Thank you, Deputy Speaker. Thank you. I suspend the sitting for 1 hour.